Les meilleures choses ont une fin. Toujours. Elle était bien cette musique, donc j'ai pas voulu la couper. Comment ça va? Je sais, je joue de la batterie en l'air. Oui, j'ai plein de petits tocs un peu bizarres comme ça. Comment ça va? Bien, on n'est pas trop en retard aujourd'hui. Je me suis pas regardé encore, j'ai allumé la caméra un peu à l'arrache. C'est à peu près moi. Dites-moi, j'ai besoin de vous. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Comment on dit dans l'armée? Haut et clair? Je sais pas si on dit ça d'ailleurs. Le son, ça va? L'image, ça va? Vous me reconnaissez? Je suis bien coiffé, je suis bien coiffé, vous êtes sûr? Je suis bien coiffé, c'est sympa. Merci pour le commentaire, je suis pas sûr. Un chouïa plus fort? Je peux mettre plus fort si vous voulez. Est-ce que je mets plus fort? Je mets un peu plus fort. Pourquoi je mets plus fort? Parce que j'ai eu des retours. Certains m'écoutent dans des conditions topissimes, télévision, le PC, on règle le son et tout. Puis certains m'écoutent un peu en mode podcast, un peu en mode audio, avec le téléphone. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message trop mignon, qui m'a dit hier, Samuel, moi je t'écoute dans les vignes le matin. Ok, cool. Avec le téléphone et je t'entends pas très bien. Donc pour toi, hop, je monte un petit peu le son. J'espère que ce sera pas trop fort pour les autres. Voilà. On va se mettre un petit peu à l'aise d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que c'est là le zip, le bruit du zip? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que c'est la première fois pour certains la matinée Étienne? Il y a des nouveaux qu'on les salue, qu'on les accueille gentiment? Ouais, bonjour. Bonjour, oh, c'était trop vite. Chouladik. Marrant ton pseudo. Bonjour. Deuxième fois. Ouais, ah, il y en a qui comptent. Oui, moi, technique. Oh là là, je suis incapable de lire les pseudos, là, cette vitesse, c'est fou ça. Nouveau pour ma part. Ok, les nouveaux. Alors, bienvenue. Bienvenue, les amis. Bienvenue dans la matinée Étienne. Donc pour les bleus, pour les petits nouveaux, oh, il y a plein de premières fois. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. C'est une première fois qui se passe toujours bien ici. C'est tranquille ici. On parlera. Non, bonjour Nagui. Ah oui, quelqu'un qui est perdu. Il y a quelqu'un qui s'est perdu. C'est pas la Nagui. Je vais te renvoyer sur la chaîne dans un instant de Nagui. La pauvre vanne. Salut Nagui. Sérieux. Mais il paraît que certains disent qu'on se ressemble un petit peu. Un peu les mêmes cheveux blancs, je pense. Qu'est-ce que je disais? La matinée Étienne pour les nouveaux, c'est simple. On lit les journaux ensemble. Attendez, je les ai. Oh, ils sont là. On lit les journaux ensemble. Voilà, en semaine, c'est les journaux papier. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et écoutez ce bruit. Magnifique. Du papier journal, j'adore. Donc en semaine, c'est les journaux papier. Le week-end, je les lis sur ma tablette en numérique. Mais là, je les ramène de la matinale de France Info. Je ne vais pas les lire deux fois. Je ne vais pas les lire en papier puis en numérique. Donc ils sont en papier. Donc on lit les journaux ensemble. Bonjour Monsieur Pujadas, ça y est, ils ont trouvé une vanne. Bonjour Nagui, bonjour Pujadas. Et puis, on en parle ensemble, parce que je ne vais pas que les lire, on en parle ensemble, c'est ça qui est cool. On en parle ensemble et on parle de la vie aussi, parce que l'actualité c'est important. Mais c'est encore plus sympa, des résonances de l'actualité dans la vie. On fait des sondages, on fait plein de trucs sympas. Donc, bienvenue. On va faire un truc que j'ai jamais fait. Ceux qui sont là depuis le début de l'aventure qui a commencé il y a 4-5 semaines. 4-5 semaines. On va faire un truc que j'ai jamais fait. Attention, suspense. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire un truc de dingue. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je vais finir mes céréales parce que comme je viens de la matinale de France Info, levé à 2h, arrivé à 3h, là ça fait quand même 7h30 que je suis sur le pont, ok? Et j'ai faim, et j'ai pas fini mes céréales, voilà. Celui c'est cool. On n'est pas à la télé, on est entre nous. Hein. Vous êtes... voilà. Donc, on finit. Le bruit, j'avais pas du tout imaginé le boucan que ça fait. Ouais, le FC Porridge, tout à fait. Je le vois dans le chat et dans la place. Quel kiff. Bon. Et pour les petits nouveaux aussi. Alors ça, c'était une grande première. Voilà. Ça, c'est une grande première. Et ça, par contre, c'est un truc à chaque fois. Je suis un immense buveur de quoi? Dites-le dans le chat. Dites-le. Qu'est-ce qu'on fait sans arrêt? En plus de lire les journaux ici, on boit du café. Ils ont la rêve, bien sûr. Donc, je suis tellement accro au café, à ce petit thermos qui m'accompagne tout au long de la journée parce que c'est mon carburant. Hein, ce café au lait avec un peu de sucre dedans, qu'il y a même une musique pour le café. Une musique pour le café qui est à la base pour cacher les glouglous. Voici la musique du café et j'en profite pour... m'offrir une petite lampée de café pour rincer toutes les céréales qui sont dans ma bouche. Je sais, c'est très très classe. C'est parti.
Voilà, on a plein de petits trucs comme ça. Voilà, de temps en temps, quand je sens que ça piquera un peu au fond de la gorge, parce que je parle trop, on ira se faire une petite goutte de café. Et vous, à la maison, vous avez le droit à ce que vous voulez, hein, café, chocolat, thé. Voilà, ici, c'est cool. Il y a quelques petites règles, pas méchantes, mais ceux qui sont là depuis quelque temps déjà le savent. On est dans un espace apaisé. Vous êtes là, plus de 6600. J'ai pas commencé à lire les journaux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous êtes plus de 6600, puis vous allez monter à 10 000, 12 000, peut-être plus. Hier, on était 16 000, je crois. Et donc, ça fait beaucoup de monde à parler. Et voilà, je viens de le voir. Merci, Bretzel Ch'ti. Il est cool ce pseudo, Bretzel Ch'ti. Félicitations. FC Bienveillance. On est dans la bienveillance. 18 000. On est monté à 18 000, me dit-on. OK. On était top 2 monde hier. Top 2 monde. Dans tous les streamers all over the world, parce qu'en plus, je suis bilingue. On était numéro 2 mondial. Grâce à vous. C'est fou, hein. Et donc, je dis, on est plein. Et donc, il faut être cool. C'est un espace apaisé. On échange calmement. Évidemment qu'on on a le droit de ne pas être d'accord. C'est ça, et c'est ça qui est cool. Alors, on est en démocratie, on est en république. Échangeons, soyons pas d'accord, mais avec respect les uns envers les autres. Je rappelle que le racisme, le sexisme, l'homophobie et tout ce qui suit, c'est pas des opinions, c'est pas des idées, c'est des délits. Donc, ici, rien. Donc, si jamais, de temps en temps, ça arrive pas souvent, mais quand on voit des gens qui sont un petit peu trompés d'univers, là, qui sont en mode bagarre, c'est la bagarre, et qui sont, ou qui professent des idées qui sentent pas bon. Hein, parfois, il y a des idées qui sentent pas bon comme ça. Ou alors qui sont violents envers d'autres viewers, je gronde. Je gronde. Et puis on peut banner aussi, on peut écarter un petit peu quand les gens sont un petit peu trompés d'endroit pour les remettre dans le droit chemin. Voilà. Donc n'hésitez pas même à me signaler dans le chat quand vous voyez qu'il y a des trucs un peu zarbi, parce que ça va très très vite. Ça va très très vite et parfois je vois pas tout ce qui est écrit. Mais bon, voilà. Bon, en général. Ici, on est dans un espace un peu tranquille. Il y a une très belle communauté et je m'en réjouis. Oui, non, non, oui, oui, bannir, banner. Ici, on a le droit de dire banner, hein, parce que vous n'êtes pas à la télé. Donc moi, j'ai le droit. Je dis qu'on a le droit de banner, hein, de tout ban en anglais. Donc j'ai inventé ce néologisme affreux. Voilà. Parce que bannir, c'est dur quand même. Alors je dis banner. D'autant qu'il y a un ban provisoire, hein, de 10 minutes, puis il y a le ban définitif. Il y a le poisson banné. J'ai la ref, bravo. J'applaudis le jeu de mots. Et là, les nouveaux se disent, mais quand est-ce qu'ils commencent? Quand ils commencent à parler des journaux? Plus ça va, et puis j'en parle tard. D'abord, je vais vous demander d'où vous êtes. D'où vous êtes là? Vous êtes où en France? Vous êtes où à l'étranger? Parce que c'est sympa, parce qu'on va voir que vous venez du monde entier. Moi, je suis ici dans une petite pièce, et vous êtes, c'est parti, de Lyon, d'Amiens, de Rennes, de Paris, de Grenoble, salut! Toulouse, bonjour les Bretons, Neufville-le-Château, c'est ça, j'ai bien lu, Villeurbanne, Cergy, Bordeaux, la Suisse est avec nous, les Londoniens sont avec nous, c'est cool ça, j'adore Londres. Dans mon lit, le plus bel endroit du monde, félicitations, Gentilly, Angoulême, Metz, les amis de Metz, Ferney-Voltaire, Rennes, je l'ai vu, les Lilas, ah j'aime bien les Lilas, c'est un bel endroit, puis un très beau cinéma. Bordeaux, Saint-Nazaire, Pontoise, Liège, Cambridge, waouh, la Turballe, je suis aux toilettes. J'espère que tu vas avoir un bon raison quand même. La Rochelle, Bordeaux, Courcelles, les Lances dans le Nord, salut, du Koweït, on nous regarde depuis le Koweït, on nous regarde depuis Bâle en Suisse, la Creuse, je l'ai loupé, ça va trop vite. Vous êtes très nombreux, hein, parce que d'habitude, quand je demande les bonjours comme ça, d'où êtes-vous, ça va moins vite. Hein. Le Doubs, Copenhague, du Gabon, ami gabonais, salut à toi. Vous connaissez cette chanson, salut à toi. C'est les Berruriers Noirs, je crois, qui chantaient ça. Alger, Annecy, Châteauroux, Villeurbanne, Singapour, Cognac, Ardennes. Ouais, Cognac, c'est une ville. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas la ref, Montpellier, bienvenue. Oh, j'ai vu la Haute-Savoie aussi. Bienvenue. Vous êtes donc dans la matinée, Étienne. On lit la presse ensemble, on en parle ensemble et on parle de la vie aussi. Ah, il y a un truc rigolo, c'est qu'on est sur le point de... ça y est, ça. Il y a un truc à fêter. Il y a un truc à fêter tout de suite. Avant de démarrer ce stream, on était un tout petit peu moins de 200 000 followers sur cette chaîne. Voilà. Et puis, grâce à vous, là, ça y est, c'est parti. Oui, vous avez deviné, exactement. On vient de passer les 200 000 followers. En l'espace de 5 semaines quand même, donc c'est cool. Bon, voilà, donc ça se célèbre. On fait ça ensemble en lisant les journaux ce matin.
Alors, comment ça se passe d'habitude? Euh, on regarde d'abord les unes de la presse nationale, on voit un petit peu quelle est la tendance, et puis après, on va voir la presse en région, et on voit toutes les unes de la presse en région, parce qu'on a la chance d'avoir une belle presse en France, belle presse quotidienne, belle presse nationale, diverse, puissante, libre, rigoureuse, en tout cas moi c'est mon avis, et puis une belle presse régionale aussi. Donc on regarde tout ça. Et une fois qu'on a vu les unes de la presse en région, allez, on retourne voir la presse nationale. Et cette fois, on rentre dans les papiers, dans les enquêtes, dans les reportages que j'ai sélectionnés pour vous. Ce matin, on est ensemble jusqu'à... Ah, on va pas pouvoir dépasser beaucoup. 11h30, 11h45. Ah, faut que ah, zut. Je suis obligé de vous laisser 30 secondes. Faut que j'aille chercher mon téléphone parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure que j'essaie de décaler pour vous. Il n'y a que mon téléphone qui peut me dire si j'ai réussi à le décaler. Je n'ai pas commencé, que je suis déjà parti. Je ne vous mets pas de musique, je reviens, mais genre 30 secondes. Vous bougez pas, hein? Vous bougez pas? Ok, j'arrive tout de suite. Téléphone. Vite, 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 vite. Ça y est, je suis là. Je suis déjà revenu. J'espère que vous n'avez pas bougé. Voilà, c'est pour calculer au mieux. Non, il y en a qui sont partis. Il y en a qui me disent je suis parti. C'est pour calculer au mieux le temps que je pourrais passer avec vous ce matin. Pap. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui m'ont appelé à 9h29. Il y a des gens qui savaient pas qu'on streamait ce matin. Ou alors qui se sont dit 9h29, j'ai encore une chance. Bon, j'espère que c'est pas super important. Bon, on écoutera ça tout à l'heure. Bon. Alors, allons voir cette presse nationale. Tiens, et si on jetait un coup d'œil au Monde? Parce que je lis tous les jours là, le Monde, bien sûr. Le Monde qui est celui de la veille, puisque on va rappeler que le Monde est un journal du soir. Un journal du soir, on l'appelle comme ça parce qu'à une époque, il paraissait le soir, et puis il paraît de plus en plus tôt, maintenant au début d'après-midi. Ça dépend des villes où vous êtes, parce qu'il faut le livrer, ce journal. Et donc je lis Le Monde de la veille, qui est daté du lendemain. Pour faire simple, le Monde daté du mardi, par exemple, c'est celui qui est distribué le lundi après-midi. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est assez cool. Allons voir Le Monde, parce que j'ai pas mal oublié ces derniers temps de vous le montrer. C'est dommage. Attention. Défi technologique. Est-ce que la tablette va s'afficher? 3, 2, 1. Ok, ça marche. Alors, il y a un très joli lama pour évoquer bien l'Assemblée qui est au chevet de la condition animale. C'est un texte sur la maltraitance des animaux dont on aura l'occasion de parler, mais qui est en débat là. Et il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés. C'est pas très clair de savoir où ils vont aller. Moi, j'attends un petit peu de voir les résultats du débat à l'Assemblée pour voir ce qu'on peut se dire. Ce qui est intéressant, c'est ce titre là-haut et ce bandeau. Que Le Monde a vraiment une des qualités du journal, c'est que voilà, une capacité en première page à résumer le contenu de l'article. Quand vous êtes pressé, vous êtes un peu à la bourre, mais vous voulez vous informer dans la qualité, vous lisez juste ce bandeau par exemple. Là. Allez, on lit. La souveraineté imprègne tout le débat politique. C'est un petit peu compliqué. Et puis c'est expliqué assez clairement et simplement par Le Monde. Disons ces quelques mots. Le veto, c'est l'histoire du groupe Carrefour, on en avait parlé ensemble, que voulait racheter un groupe québécois et le gouvernement a mis son veto et on s'est rendu compte que oui, le gouvernement avait tout à fait le droit de le faire en raison d'une loi, de prendre ce décret pour l'interdire. Alors, le veto du gouvernement sur un rachat du groupe Carrefour par une entreprise québécoise a été salué par l'ensemble de la classe politique. Et ça, c'est un peu une surprise parce que c'est quand même pas souvent qu'une décision du gouvernement est saluée comme ça à gauche, à droite, à l'extrême droite aussi, c'est assez surprenant. Emmanuel Macron veut donc protéger les fleurons français de l'économie, comprenez, sans pour autant dissuader les investisseurs étrangers qu'il tente de séduire depuis 2017. C'est ça qui est un petit peu compliqué, vous savez, chaque année... Emmanuel Macron, il dit choose France, choisissez la France aux entreprises étrangères. Là, il vient de dire à un groupe québécois, non, choisissez pas la France. Alors c'est un petit peu compliqué, qui peut sembler un peu paradoxal. Pour Cornelia Wall, qui est professeure à Sciences Po, le concept de patriotisme économique revient sur le devant de la scène. Alors explique justement qu'en période de crise, pas seulement en France, un peu partout dans le monde, la notion de patriotisme économique, qui s'oppose un peu au libéralisme et au libre-échange bien sûr, revient sur le devant de la scène. La protection du tissu économique et industriel français fédère plusieurs candidats au-delà des clivages gauche-droite, c'est ce que je vous disais à l'instant, en vue de l'échéance de 2022. Et voilà, donc c'est intéressant parce que c'est un concept qui peut être un peu complexe, cette histoire de souveraineté qui imprègne tout le débat politique, et là, Le Monde nous le résume plutôt bien.
Et puis ce petit bandeau ici, mais on va développer cette actualité avec d'autres journaux, vous le voyez à droite. Covid-19, l'exécutif temporise face à l'hypothèse d'un reconfinement. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, c'était assez drôle parce que je vous ai lu la presse dimanche matin et quand on lisait le JDD, le journal du dimanche, eh ben, c'était sûr, on allait reconfiner, le 3e confinement allait être annoncé, mais c'est sûr, et puis c'est cette semaine, puis ce sera mercredi, jeudi au plus tard, et puis en fait on s'est rendu compte que c'était pas si sûr. Voilà. Et moi je me demande si parfois, du côté des médias, il n'y a pas cette espèce d'impatience, d'attente, où on proclame des informations en disant oh, je suis sûr de sources gouvernementales, un ministre m'a parlé, comme par hasard dans l'article personne n'était cité bien sûr, et puis on se rend compte que c'est pas si simple, et on verra ce que va annoncer, on va peut-être le voir en direct d'ailleurs, ce matin, le gouvernement et l'exécutif, s'ils parlent à l'issue du conseil de défense qui se tient ce matin, puisqu'en général c'est à l'issue de ce conseil de défense que sont annoncées les nouvelles importantes sur le plan sanitaire. D'ailleurs je vais me mettre sur franceinfo.fr là, pour suivre cette actualité, puisque ce conseil de défense se tient ce matin, mais il n'est pas sûr du tout que ce 3e confinement soit annoncé. Voilà. Et peut-être qu'il sera annoncé plus tard, peut-être qu'il sera annoncé la semaine prochaine. On verra d'ailleurs... non, c'était hier, on a vu le président du conseil scientifique qui disait on n'est pas pressé, c'est pas à une semaine près. Attention aux conséquences d'une telle décision sur le plan psychologique pour les Français. Pour qui ça commence à être lourd tout ça. Attention aux conséquences économiques. Donc le président du conseil scientifique lui-même disait, on l'a vu, c'était hier du Parisien je crois, attention, il ne faut pas se presser, on peut attendre une semaine. Donc ce confinement peut être annoncé plus tard, et puis on verra avec un autre journal ce matin qu'il n'y a pas que le confinement. Il y a peut-être le Vendée Globe, on va peut-être parler du Vendée Globe, mais là aussi c'est à venir, c'est à venir. L'actualité elle est en fin d'après-midi, peut-être en début de soirée. L'arrivée effectivement du Vendée Globe, je vois une question dans le chat de LKT2 à l'instant là-dessus. Donc il y a peut-être d'autres mesures aussi, plus souples, moins contraignantes pour les Français, psychologiquement moins impactantes aussi, on va les évoquer ce matin. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse. Qui a provoqué la lecture du Monde. Hop, quelle transition de craquito. Regardez la une du Figaro. Confinement, Macron veut se donner du temps. Le Figaro dit exactement ce que je dis, ou alors je dis exactement comme le Figaro. Alors que le Conseil scientifique et le Premier ministre lui demandent d'agir vite, le Conseil scientifique est un peu divisé sur la question. La preuve, le président du Conseil scientifique disait... Hier, je vous le disais un instant, on peut attendre un petit peu. En revanche, c'est vrai qu'il paraît que le Premier ministre Jean Castex, lui, il dit il faut reconfiner, y aller franchement, sévèrement tout de suite, comme ça, on donne un bon coup dans l'épidémie et on repart derrière. Donc, alors que le Conseil scientifique et le Premier ministre lui demandent d'agir vite, le président de la République, lui, veut évaluer précisément l'état de la situation épidémique avant de décider. Il y a un petit dessin dans le Canard enchaîné, je crois, ou dans l'UMA ce matin, qui est assez sympa à ce propos. Alors les infos du Figaro qui sont importantes. Ce matin, la progression de l'épidémie sera donc étudiée de très près en Conseil de défense, je vous en parlais à l'instant, de même que les différents scénarios de confinement, parce que confinement ça veut rien dire. Est-ce que c'est un confinement sévère comme le premier? Est-ce que c'est un confinement comme le deuxième? Est-ce que, voilà, vous voyez, confinement, soit, ça veut rien dire, mais quel confinement? C'est ça qui est important. Sans pour autant qu'une décision soit forcément prise immédiatement, je vous le disais. Alors pourquoi? Question économique, bien sûr. Et puis, il y a cette information qui est rapportée ici par le Parisien, qui est importante. Le taux d'adhésion des Français à... Il y a quelqu'un qui me dit, il y a eu un deuxième confinement? Ah oui, il y a eu un deuxième confinement. Il y a eu un deuxième confinement, mais qui n'était pas aussi strict que le premier. On va rappeler, si vous voulez, tout à l'heure ce qu'il y avait dans le deuxième confinement. Le taux d'adhésion des Français à ce type de dispositif drastique a en effet chuté de 85% en mars. Il n'était plus que 60% en octobre pour tomber à 40% ces derniers jours. Donc on voit que les Français sont un peu fatigués sur ces questions. Ils ne sont pas forcément prêts à accepter des mesures drastiques. Et puis il y a ça aussi qui inquiète peut-être aussi à l'Elysée, en Europe, aux Pays-Bas notamment, une tension qui monte, une contestation qui monte en Europe contre les mesures de restriction, notamment aux Pays-Bas. Il y a des manifestations et même des violences. Alors évidemment, la crainte, c'est que ça se produise aussi en France. Qu'est-ce que j'ai dans le Figaro? Je vois que... Alors hier, on a fait un sondage, parce qu'on a un magnifique outil ici qui me permet de vous sonder en direct. À chaque fois, on a 5-6 000 participants. C'est toujours... extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a des résultats assez étonnants. Quand j'ai demandé aux
il y a quelques semaines, est-ce que vous étiez pour ou contre le vaccin? Vous étiez beaucoup plus nombreux en pourcentage que la moyenne des Français à vouloir vous faire vacciner. Quand j'ai demandé hier, est-ce que vous êtes prêts à respecter un nouveau confinement, éventuellement dur, je m'attendais à une réponse proche de celle qu'on voit dans les sondages des Français, à savoir pas trop. Et en fait, vous étiez une très forte majorité à dire « Ok, c'est pas drôle, mais si c'est nécessaire, on respectera le troisième confinement. » Plus que la moyenne des Français. Et moi, mon constat, c'est que vous n'êtes pas les Français. Vous êtes les viewers de Twitch, et ici spécifiquement les viewers de la matinée Étienne, vous n'êtes qu'une partie des Français, et vous êtes, d'après d'autres sondages que j'ai réalisés, un public, oui, alors on est l'élite, je ne sais pas, je vois dans le chat, on est l'élite. Vous n'êtes pas représentatif de la moyenne des Français. Vous êtes beaucoup plus jeunes, 80% d'entre eux, d'après les sondages qu'on a fait ensemble, 80% d'entre vous, vous avez entre 18 et 35 ans, voilà, une petite minorité en dessous de 18 ans, en même temps il y a école à cette heure-là, donc je peux le comprendre, et plus de 35 ans, assez peu nombreux. Donc vous êtes une population jeune, vous êtes une population plutôt masculine, puisque beaucoup viennent du monde des gamers et du jeu vidéo, puisque vous êtes sur Twitch, et donc a priori c'est plus de garçons, c'est ce qu'on avait vu dans le chat, et vous êtes, ça c'est mon sentiment à moi, plus intéressé par l'information, je pense, que la moyenne des Français, plus au courant, plus informé, plus curieux, ce qui explique votre présence ici devant un stream où on ne joue pas aux jeux vidéo, mais devant un stream où on s'intéresse à l'actualité du monde. Tout ceci expliquant que les résultats qu'on a dans les sondages que je fais avec vous, ils sont différents. Mais là, on est avec qui? Avec le Figaro qui nous parle de ces Français exaspérés et qui prônent quoi? La désobéissance civile. C'est drôle parce que j'avais dit que je vous vendais juste les unes, et là je suis rentré dans le Figaro. C'est pas grave. Continuons dans le Figaro, puisque je suis parti. Mais c'est intéressant. Qui sont ces Français exaspérés qui prônent, le mot il est super fort, hein, la désobéissance civile? Ça veut dire ça veut dire non, non à la règle, non à la loi, on est bien d'accord. Il y a ceux qui n'annuleront pas leurs vacances. Il y a ceux qui continueront les fêtes clandestines. Il y a ceux qui préparent faux certificats médicaux et attestations d'employeurs pour pouvoir sortir à leur guise. Le troisième confinement n'est pas encore décrété que déjà une partie des Français se rebellent. Sur Twitter, le hashtag « Je ne me confinerai pas » ou « Je ne me reconfinerai pas » ça marche aussi, a suscité plus de 40 000 messages depuis vendredi, certains appelant même à une désobéissance civile. Ce sont des fans de Francis Lalanne, vois-je, dans le chat. Il y a une référence à Francis Lalanne d'ailleurs dans l'actualité ce matin, dans le Canard enchaîné. Il y a un dessin qui le croque, le chanteur, qui est plutôt dans ce camp-là, c'est vrai. À l'initiative de ce hashtag, c'est un médecin. Je ne me reconfinerai pas. C'est un médecin généraliste. C'est étonnant, hein, qui est à l'origine de ce hashtag. Le docteur Fabien Quedeville, médecin généraliste. Alors lui, il souligne le fait que les conséquences du confinement sont dramatiques, à la fois sur les plans psychiques, économiques, sociaux. Alors il dit qu'il ne s'agit pas d'un quelconque appel à la désobéissance, mais à la réflexion. Bon, oui. Enfin, c'est quand même lui qui a lancé le hashtag « Je ne me confinerai pas ». Et il dit que ce n'est pas un appel à la désobéissance. Ok, d'accord. Il y a une psychologue aussi qui est dans ce camp, Marie-Estelle Dupont, qui alerte, elle, sur l'augmentation des addictions, des troubles anxieux, alimentaires et du sommeil que génèrent ces privations de liberté. On est bien d'accord, il ne faut pas les ignorer. Mais après, on en tire les conclusions qu'on en veut. Elle dit, le principe du confinement, c'est qu'on arrête la vie pour éviter la mort. C'est tenable sur une très courte durée, mais ça devient une impasse si ça se répète. Je l'entends, cet argument. Aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, mais les conséquences de la gestion de la crise qui rendent les gens malades. Et puis, on a aussi un restaurateur du Doubs qui a poussé un coup de gueule. Il s'appelle Stéphane Turillon. Et puis, c'est un appel, un coup de gueule qui est devenu assez viral. Lui, il incite ses collègues à rouvrir le 1er février. Donc, on est le 27 janvier. Lui, il dit les restaurants doivent rouvrir le 1er février, pleine balle, par défiance. Je vais ouvrir mon restaurant, il l'a dit sur Facebook dans une vidéo. Hôteliers, restaurateurs, bars, discothèques, ouvrez tous en même temps. Au pire des cas, on va choper quoi? 15 jours de fermeture administrative, de toute façon, on est déjà fermé. C'est pas faux. Un appel qui a trouvé un large écho puisque son restaurant est déjà complet ce jour-là. Bon. La date du 1er février est d'ailleurs annoncée sur les réseaux sociaux comme celle du journée de la désobéissance citoyenne. Voilà. Alors, une partie de ces Français, je le connais ce Stéphane, le resto est pas mal, me dit-on dans le chat. Ok. Voilà pour le Figaro. Et je reviens à ma promesse originale qui est de vous montrer ce qu'il y a à la une des quotidiens et après on développera. Bon, cette interrogation politique sur ce qu'il faut faire en matière sanitaire est à la une de beaucoup de vos journaux. Le virus de la défiance, titre Libé. Pourquoi? Parce que 57%, vous voyez ce gros 57%, c'est un sondage qui a été commenté par Libé.
commandé par Libé. 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour gérer cette crise sanitaire. C'est ce que dit un sondage via Voice pour Libération. On le détaillera. Le Parisien. Intéressant cet angle économique. Ce que coûterait un reconfinement. Le Parisien a détaillé ce qu'ont coûté les épisodes précédents. Alors quelqu'un me disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de deuxième confinement. Bon, bah, ce n'est pas l'avis du Parisien. Premier confinement, ça a coûté tant. Deuxième confinement, du 30 octobre au 15 décembre, pour la personne qui me posait la question, avec la fermeture des magasins non essentiels. Ça, c'est considéré comme une mesure de confinement. En tout cas pour les commerçants. Eux, ils l'ont bien senti le confinement. Hein. Ça a coûté tant. La situation actuelle avec le couvre-feu à 18h, ça a coûté tant. C'est vachement intéressant. Vous verrez que ça n'a pas le même coût. L'opinion, une approche assez intéressante, dit le confinement c'est une chose, mais il y a peut-être des nouvelles choses, des nouvelles formes d'action, des nouvelles formes de guerre inventées contre le Covid-19. Il faut construire le monde avec le Covid. Oula. Et il faut peut-être inventer d'autres façons de lutter. C'est vachement intéressant, on verra ça ensemble. Le canard enchaîné, le mercredi, c'est sourire. Hein, on rigole de l'actualité, même la pire actualité, on peut en rigoler avec le canard, et ils ont bien raison. J'aime bien jouer avec mes petites musiques. Alors j'ai depuis quelques jours une musique, je vais la chercher. Elle est où celle-là? Ah oui, c'est l'alerte au bon titre. Attention parce qu'elle fait un petit peu de bruit, mais je l'ai baissé. Quand j'ai un bon petit titre un peu sympa, j'ai une alerte qui va avec. Certains avaient dit non, le chat parce qu'ils la connaissent. C'est vrai qu'elle claque un petit peu celle-là. Reconfinement, le virus mute, l'exécutif existe, l'homme de la situation, c'est Olivier Varian. Excellent. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça du tout la musique que je voulais envoyer. Olivier Varian. Olivier Véran. Varian. Je sais que vous l'avez compris. Et puis, on verra d'autres dessins du canard enchaîné. On verra aussi ce que le canard appelle des mini-mars. C'est des petits échos, des petites histoires qui concernent les politiques souvent. Et c'est bien rigolo, vous verrez. La Croix. C'est très intéressant. Vous savez que les Français ont un sentiment de défiance, alors pas seulement vis-à-vis du président Macron, mais vis-à-vis des médias. Voilà. Les Français sont très méfiants vis-à-vis des médias. Ils les trouvent, ils les soupçonnent de ne pas être honnêtes, de subir des pressions des politiques, des pouvoirs économiques, de ne pas rapporter vraiment la réalité. Tout ça. Il y a un sondage qui le mesure chaque année. C'est une enquête de La Croix. Vous savez quoi? Ça s'améliore un petit peu. Un frémissement de confiance. Eh ben, on regardera ça. On verra s'il y a de quoi se réjouir. Les Échos, on ira très très vite. Croissance mondiale, nouvelle donne. On se rend compte que y a des pays qui, malgré cette crise, repartent fort. L'Asie, la Chine et même les États-Unis qui s'en tirent bien. Il y a un mauvais élève au niveau économique en ce moment, c'est l'Europe. Aïe. L'Humanité. Alors qu'un journal que beaucoup ne connaissent pas, parce que voilà, c'est un journal qui a une couleur politique particulière. Hein. Quelqu'un m'a dit, je rêve, on a vu un dromadaire avant. Vous avez vu un dromadaire quelque part? Vous avez vu un dromadaire? Non? Là dans les journaux ou derrière moi? Ça m'étonnerait, hein? Pas beaucoup les dromadaires volent beaucoup plus haut à cette époque de l'année. Hein. Oui, donc l'Humanité, c'est un journal qui évidemment qui est très à gauche. Hein. C'est un journal qui historiquement a été lié avec le Parti communiste. Donc certains n'ont jamais lu l'Humanité. Moi je lis l'Huma parce que je lis tous les journaux tous les jours. Et dans l'Huma, vous avez des choses aussi passionnantes. On évoquera par exemple McDonald's qui se goinfre d'argent public depuis des années. C'est là. J'ai lu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que McDo se goinfre d'argent public? Non, se goinfre de chicken McNuggets, de cheeseburger, de tout ça. Eh ben, McDo se goinfre d'argent public. Ah bah tiens, allez, un petit dessin puisqu'on est avec l'Huma. Hop. Ça c'est Jules. C'est pas Joel, hein, le rappeur, c'est Jules le dessinateur, ça n'a rien à voir. Voilà, l'histoire toujours. Alors manifestement, tout le monde s'est refilé la blague sur Olivier Varian. Regardez, c'est le président Macron. Je passe maintenant la parole à notre ministre de la Santé, Olivier Varian. Voilà, bon, je sais pas, je sais pas s'ils sont appelés pour se filer la blague, mais c'est exactement la même. Qu'est-ce qu'on a à la une de l'équipe? C'est tout ce que j'ai ce matin. Ah, vas-y, non. Bon, on a des nouvelles du PSG. Bon bah voilà. On verra. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est
la belle perf de la skieuse Tessa Worley, voilà, qui a fait une super perf ici, à 31 ans. Alors, c'est très rigolo parce que du coup, l'équipe donne la parole à plein de gens qui disent « Ah là, vous vous rendez compte, à 31 ans, quelle perf !» Sous-entendu, à 31 ans, en fait, elle est vieille. 31 ans, elle est vieille. Moi, ça m'a fait un coup, en fait. Donc, elle est considérée comme super vieille, en fait, dans son sport. 31 ans. Bon, d'accord. Et puis, il y a une série assez rigolote. Rigolote sur les... Je sais pas où ils sont allés chercher ça, l'équipe, mais c'est drôle, en fait. Ça fait plusieurs jours qu'ils se penchent sur l'histoire des gants des gardiens de foot. Ouais. Mais ils en font des pages, hein. Regardez, vous avez 2 pages aujourd'hui. C'est le 3e épisode sur 4. Voilà, donc en tout, ça fera 4 fois. Il y aura 8 pages sur l'histoire des gants des gardiens de foot. C'est vraiment très curieux. Dans la cour des gants. On se régale ce matin. Ah, les jeux de mots. Et papa. Vous l'avez, le jeu de mots? Ah, pas mal. Ça mérite. On a plus d'applaudissements. Ça mérite. Ah, j'ai perdu mes sons. Ah, je suis là. Alors, ils sont où mes sons? Les applaudissements. J'ai trop de sons maintenant. Hein, dans la cour des gants. Ok. Donc, l'équipe. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu ce qui pouvait nous intéresser dans la presse nationale, donc là, je vous ai montré les unes, mais parfois, il y a d'autres histoires. On parlera notamment, c'est pas très drôle, mais de l'affaire Yuri aussi. Vous savez, cet adolescent de 15 ans qui a été passé à tabac là, ultra violemment, cette attaque ultra violente. Je ne sais pas si certains ont vu les images, c'est affreux. Elles ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a du nouveau. Il y a un truc super bizarre dans cette affaire. Voilà. Autour de sa maman. Je vous en dis pas plus. Certains sont peut-être déjà au courant. On reparlera de cette histoire. Donc ça, on a... Donc là, je vous en ai parlé. Le McDo, je vous en ai parlé. Ok, d'accord. Bon. Allez, on va voir la presse en région. Et merde, je me suis levé trop tard, j'ai manqué quoi, me dit Nislae. On ne fait que commencer, ne t'inquiète pas. On a beaucoup bavardé, on a juste vu les unes. Donc tu n'as pas manqué grand-chose pour l'instant. Ne bouge plus. On va aller voir maintenant la presse en région. Je pose les journaux nationaux ici. Et, amis, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais aller chercher maintenant les unes de la presse en région. Alors, il y a certaines que j'ai lues ce matin, et puis il y a celles que je vais découvrir avec vous. 10h05, on n'a toujours pas lu un seul journal. C'est pas vrai. Maltarot, c'est pas vrai, on a feuilleté quelques-unes. C'est juste qu'on est entre nous, donc on discute. Voilà. Donc on va voir maintenant la presse en région. Bon, est-ce que ça va marcher? Toujours le même suspense avec moi. Je ne suis pas un grand craquito en technique. Bim, oh, ça marche. Mais les plus attentifs d'entre vous ont vu que ce sont les unes du 26 janvier. Donc on va actualiser. Parce que les unes du 27 janvier, c'est mieux. Regardez. Première une, bingo. C'est pas intéressant ça? L'Alsace, difficile rencontre en temps de Covid. L'Alsace, c'est le journal. Hein. C'est pas compliqué sur le plan amoureux seulement en Alsace. C'est compliqué partout. L'Alsace, difficile rencontre en temps de Covid. Ouh, ça me donne envie de faire un sondage, ça. Qu'est-ce que dit l'Alsace? Joli, hein? Couvre-feu. À 18h, restaurants, bars fermés. En cette période de crise sanitaire, passer du site de rencontre au contact bien réel relève du parcours du combattant. C'est vrai, il y a, ça y est, le FC célibataire se signale. Salut à tous, c'est pas grave les gars, d'être célibataire, c'est pas un mal en soi. C'est quoi le dicton? Vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ça, hein? Célibataire, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Je suis parti en mode conseiller matrimonial. Ça y est, tout le monde est en train de me donner son statut marital. Ok, très bien, je vais pouvoir faire des statistiques. Difficile rencontre en temps de Covid, nous dit l'Alsace. Bah oui, déjà dans la rue, les masques, ça aide pas des masses. Ensuite, tous les endroits sympas pour rencontrer, pour faire des œillades. Comme ça. Je sais pas comment vous faites pour séduire. Moi, j'étais un peu comme ça avant. J'envoyais des œillades discrètes comme ça. Ça marchait pas trop d'ailleurs. Et puis alors les sites de rencontres, il y a toujours. Comment s'appelle le truc des jeunes là? Vous avez tout ça, là, le truc. Hop, et puis ça match là. Comment vous dites? Tinder, c'est ça? Tinder. Je connais pas trop ça. Donc tout ça, oui, on se tinderise, mais on se rencontre pas des masses après parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, tiens, vous savez quoi? On va faire notre premier sondage de la journée parce que en voyant cette une ce matin à France Info, je me suis dit, wow, je vais leur poser la question. La question elle est simple. Est-ce que elle est large, mais est-ce que vous trouvez que cette crise sanitaire, elle a impacté beaucoup vos vies sur un plan amoureux, sur un plan affectif? Donc ça veut dire les célibataires,
vous avez du mal beaucoup à trouver l'amour, ou sans aller jusqu'à l'amour, à trouver un partenaire. Et puis dans votre couple aussi, ça peut avoir provoqué des tensions parce qu'on s'est retrouvés confinés les uns sur les autres, tout ça. Ou alors ça n'a rien changé. Voilà. Bon, c'est un peu vague comme question, mais j'avais envie de faire ce petit sondage. J'irai le sondage. Alors, nouveau sondage. La crise sanitaire a-t-elle impacté votre vie amoureuse? A-t-elle... Oh là là, qu'est-ce que je tape mal ce matin? Faut que je reprenne un café. Votre vie amoureuse. Ok. Première réponse. Oui, beaucoup. Je vais créer plus. On va essayer d'être fin. Oui, un peu. Ouais, d'accord. Je suis pas rapide ce matin. 3. Non, pas du tout. 4. L'amour, pourquoi faire, hein? On n'est pas obligé de chercher l'amour, hein. Certains sont très bien seuls aussi, hein. Ça dépend de la période de sa vie et tout ça. Allez, ça donne quoi? La crise sanitaire a-t-elle impacté votre vie amoureuse? 1. Oui, beaucoup. 2. Oui, un peu. 3. Non, pas du tout. L'amour, pourquoi faire? Let's go. J'ai pas lu le chat, mais à mon avis, on aurait dû se régaler. Je vais le lire sur cette thématique. Je lance le sondage. N'hésitez pas à faire un petit F5 pour le rafraîchir. Je vois plein de choses. J'ai rencontré ma copine, je me suis mis en couple grâce au Covid. Cool. En tant que couple franco-belge depuis 2 ans et demi, je peux dire que les mesures du gouvernement ont bien impacté notre vie. Bah ouais, tu m'étonnes. Impacté... Ah oui, je comprends la question, oui. Attendez. Impacté négativement, c'était mon idée. Hein. Impacté négativement. C'est-à-dire, est-ce que ça l'a impacté négativement? Oui, beaucoup. Oui, un peu. Non, pas du tout. C'est-à-dire, tout va bien, en fait, d'accord? Et puis 4, l'amour, pourquoi faire? Voilà. J'ai emménagé avec ma copine avec le confinement. J'ai adopté un lapin. Bah, alors, comme quoi, parfois, ça se passe très, très bien. Hein. Alors, qu'est-ce que... c'est très serré, en fait. C'est drôle. C'est la première fois que je crée un sondage avec des résultats aussi serrés, quasiment 4,25%. Regardez, oui, beaucoup ont vu leur vie amoureuse très impactée par cette crise sanitaire, 23%, un peu 28%, pas du tout 27%, et j'ai bien fait de créer cette case, l'amour, pourquoi faire, parce que vous êtes quand même 22% à avoir répondu que de toute façon, vous en fichez, parce que c'est pas votre préoccupation ici. Voilà. C'est intéressant. Combien vous êtes? 3000, vous êtes 6000 à avoir voté. C'est très très serré en fait. Bon, difficile de tirer un enseignement de ça. Et je vous le concède, un sondage pour mesurer quelque chose d'aussi complexe que l'amour, pas sûr que ce soit le meilleur outil. Mais on a quand même, effectivement, comme certains le soulignent dans le chat. Alors là, hop, là, voilà. Alors, zut. Excusez-moi, je fais une... Voilà, c'est toi que je cherche. Voilà. Alors, là, il y a un commentaire volontairement sexiste, hein, monsieur Théamardan 13. Voilà. Alors moi, l'humour sur la violence envers les femmes, des trucs comme ça j'ai déjà prévenu. C'est pas du tout l'endroit. C'est pas du tout l'endroit. Donc j'aime pas faire le ménage moi-même. Donc Théamardan 13 là. Je lis pas le message parce que je veux vraiment pas le lire. Mais ce genre de vanne sur les violences faites aux femmes, alors c'est peut-être de l'humour, mais je suis désolé, ça c'est non. Donc ça c'est donc ça c'est un ban définitif. Moi je veux pas. Voilà, on a suffisamment de conneries comme ça dans la vraie vie qu'on fasse pas d'humour là-dessus. Donc au revoir, monsieur. Voilà, désolé. On a fait cette petite pause. Voilà, c'est des comportements minoritaires, mais franchement, c'est avec des remarques comme ça qu'on n'avance pas sur des sujets comme ça, quoi. Ça commence par l'humour et puis ça finit par des bêtises. Donc désolé. Voilà, je peux pas. Il y a des choses dans le chat qui passent comme ça parfois qui sont pas possibles. Alors je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout lire, mais de temps en temps quand j'en repère un, je dis adios parce que franchement t'as rien à faire avec nous. C'est pas des valeurs ça, et ça peut pas être de l'humour.
Donc voilà, médite un petit peu là-dessus si tu es toujours avec nous. Désolé pour ce petit aparté. On continue. On continue. Ah bah tiens, moi, on parle d'amour et puis on parle aussi de la situation ô combien compliquée des jeunes. Je vais arrêter le sondage parce il va nous poursuivre. Voilà, pof, tac. Voilà. On a fait non pas une matinée Étienne, mais la parole Étienne samedi, c'était la première fois. On a streamé pendant 3 heures, j'ai donné la parole en direct au téléphone à plein d'étudiants, des étudiantes, des étudiants. Un lycéen était avec nous, il y avait une enseignante aussi, il y avait quelqu'un du personnel administratif des facultés. On a parlé pendant 3 heures du malaise étudiant, c'était formidable. Et là, on commence à avoir de plus en plus de journaux sur ce phénomène. Et là aussi, on parle de solitude. Vous le voyez avec cette une du bien public. On est dans la région de Dijon, là, avec le bien public. Qu'est-ce qui nous intéresse aussi en une de la presse en région? Qu'est-ce que c'est? Allez, parfois, il y a des sourires, comme ça, il y a des petites choses un peu rigolotes. Le grand retour de la machine à coudre. C'est drôle, ça. Je ne vais pas faire un sondage sur est-ce que vous vous servez d'une machine à coudre, mais c'est drôle, ça. Qu'est-ce que nous raconte le Courrier de l'Ouest? On est du côté du Mans, je crois, ou d'Angers. Angers, avec le Courrier de l'Ouest. Le grand retour de la machine à coudre. Avec le confinement, c'est une conséquence du confinement. La machine à coudre, je vois que certains s'en servent là ouais, dans le chat. A repris du service et les ventes explosent. Ah, peut-être pour les masques en tissu, ouais. Pour dépanner ou pour exprimer leur créativité, les débutantes se lancent et racontent. Les débutantes, parce que c'est forcément des femmes qui font de la... Ah bah ça c'est un peu l'ancien monde, ça. J'en ai offert une à ma copine. Et ta copine n'était pas offert une machine à coudre? Il n'y a pas des garçons qui font de la couture là, les amis? C'est possible ça ou pas? C'est possible, non? Bon, ok. Bon, je ne savais pas que les ventes de machines à coudre avaient explosé. Comme quoi on fait bien de feuilleter la presse en région. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Le monde de l'éducation se fait entendre. Oui, il y a eu des manifestations hier, des enseignants qui ont manifesté contre leurs conditions de travail. On en a parlé sur France Info, c'est la une du Courrier Picard. Ah oui, le Dauphiné est libéré. On est dans la région de Grenoble ici. L'Europe hausse le ton. Là, c'est... bon, pour ceux qui sont contre l'Europe, ils ne vont pas forcément intégrer cet argument, mais l'Europe, c'est parler parfois d'une voix plus forte. On sait que les vaccins qui sont distribués actuellement dans les pays européens ont été commandés au niveau européen, donc grosse commande, donc un poids plus important pour négocier les prix, notamment du vaccin. Prenez l'exemple d'Israël, par exemple, qui a eu une super campagne très efficace de vaccination. Ils ont acheté dans leur coin, ils ont acheté vite et beaucoup, mais ils ont payé très cher leurs vaccins. 20-30% de plus, je crois, que les Américains et les Européens. Donc l'Europe unie pour acheter des vaccins, l'Europe en ce moment unie aussi pour hausser le ton face aux laboratoires qui n'arrivent pas à fournir, à produire, voilà, et qui visent parfois plus l'intérêt du labo que l'intérêt commun. Et donc là, il y a l'Europe qui tape du poing sur la table, et en plus, je vous fais les bruitages. Qu'est-ce qu'on a intéressant? Oui, les dernières nouvelles d'Alsace nous parlent de l'éprouvant compte-gouttes, puisque maintenant tout le monde veut se faire vacciner et on n'en a pas assez, on en a déjà beaucoup parlé ensemble. La dépêche du midi du côté de Toulouse fait référence bien, à cette proposition de loi. Proposition de loi quand le texte vient de parlementaires, projet de loi quand il vient du gouvernement, proposition de loi pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et de cirque. C'est en cours le débat actuellement à l'Assemblée. Je vous en parlerai quand on aura avancé parce que c'est un texte, à mon avis, qui va beaucoup évoluer, qui va être beaucoup amendé. Et je pense que c'est pas trop la peine d'en parler maintenant parce que on ne sait pas ce qui va être finalement décidé dans ce texte. On reparle des jeunes, on parle des étudiants. Ça, il y a des animaux aussi, je vois que ça crée des débats, ça. On parle des lycéens aussi, parce que moi, j'ai une pensée pour les lycéens. Les lycéens qui, ça fait, depuis la seconde, on leur serine. C'est vous, la réforme du bac. Sympa déjà de détraîner une réforme du bac avec de nouvelles règles, avec des oraux, tout ça. En espérant ne pas faire de 0 aux oraux. C'est génial cette blague. Tiens, c'est pour moi ça. Nul. Et ben voilà qu'ils arrivent dans ce fameux bac qu'ils préparent depuis 2-3 ans. Tout change, bien sûr, en raison des problèmes sanitaires. Et vous savez que certains oraux ont déjà été annulés. Les épreuves de spécialité de mars sont remplacées par un contrôle continu sur l'année. Alors ça soulève plein de questions. Parce que le contrôle continu, c'est le lycée qui met la note. Alors, est-ce que tous les lycéens sont à égalité selon le lycée d'où ils viennent? Voilà, c'est compliqué. Ça peut créer quand même un peu de stress chez les lycéens qui n'en ont pas forcément besoin à cet âge de la vie, si je puis me permettre. Oui, l'équipe, on en parlera tout à l'heure. La pénurie de vaccins, c'est pas une info, on va dire qu'on le sait depuis un moment déjà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la une de la presse en région?
Oui, ça, ce sont des faits divers. D'accord. Je vous parle de ce qui ajoute un petit peu à des choses qu'on n'a pas vues ensemble ou qu'on ne va pas voir ensemble dans la presse nationale. Je pense qu'ici, vous voyez encore les enseignants qui manifestaient hier. Ouais, ça, c'est le Midi Libre. Donc, on est dans la ville de Montpellier pour cette manif. Le monde sportif professionnel et amateur souffre beaucoup en ce moment. Je vois qu'il y a il y a un grand débat là, qui est parti dans le chat sur le bac. Hein. La montagne, les clubs s'essoufflent. Hein. C'est compliqué pour les clubs pro, pas de public, pas de billetterie. Pour les droits télé, c'est compliqué aussi en ce moment, après le lâchage de Mediapro. Mais pour les clubs amateurs aussi, c'est compliqué. Et on verra quand on sera sorti de tout ça, hein, à quel point le monde du sport, on n'en parle pas beaucoup, hein, le monde du sport a été impacté. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on se dit, bah, le sport, hein, y a plus grave. Bon, on verra, ça va être chaud. Super contagieux. Ouais, il y avait Superman, et là c'est super contagieux, il est à la une de Nice Matin. Ce jeune homme, manifestement, qui est le premier atteint par le fameux virus anglais sur la Côte d'Azur. Il témoigne, mon obsession était d'alerter. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant, de nouveau? Tiens, je n'ai pas vu cette une de Ouest France ce matin. Plus proche de vous, qu'est-ce que c'est? Ouest France vous répond. D'accord, ok. Manifeste derrière votre appli. Ah, c'est vachement intéressant. Faudrait que je creuse. Ah, une nouvelle appli Ouest France, d'accord, ok, pour les Bretons. Ah, c'est le grand journal breton Ouest France. Une nouvelle appli Ouest France. Et derrière l'appli, 550 journalistes et 2400 correspondants Ouest France. C'est top ça. Ok. Donc c'est un contenu numérique proposé désormais par Ouest France. Bah, bravo à vous. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pourquoi? Pour un troisième confinement. Bah, les Normands aussi, je les aime. Ah, bien sûr. Oui. Et la Loire-Atlantique aussi, bien sûr. Oui. J'ai vu dans le chat une appli ou de la pluie. C'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'il faut parler de la pluie. C'est pas bien ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le confinement? Se demande Paris-Normandie. Bah tiens, vous voulez à Normandie, je vous en donne, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a encore en une de la presse en région? Oui. Il y a un petit dessin là. Je l'ai pas vu, hein, je prends des risques parce que je l'ai. Oui, bah, oui, bon. Oui, bon. Le Poer, je ne connais pas ce journal. Du côté de. On est en Bretagne, 29. Il y a un dessin là, vivre avec le couvre-feu. Il y a un vieux monsieur qui manifestement a un genre de fusil mitrailleur à la main, qui regarde par la fenêtre, et t'as les enfants qui disent non papy, c'est pas en cours un coup des Allemands. Le couvre-feu. Les Allemands. Oui, bah, je l'avais pas vu ce dessin. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a? Comment aider nos étudiants fragilisés? C'est une bonne question posée par la presse de la Manche. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment la bonne réponse pour l'instant. Ah! Alors ça, ce titre, il m'a interpellé. Silence dans le métro. Mais tiens, est-ce qu'il y a un tournage dans le métro lyonnais, puisque le Progrès, c'est le journal de Lyon? Oui, vous êtes d'accord, le dessin est un peu bizarre. Hein. Certains ont apprécié, d'autres moins. Oui, c'est un peu bizarre. Silence dans le métro, qu'est-ce que c'est ça? Et je vois recommandation d'un biologiste lyonnais. Quoi? Il faudrait se taire dans le métro? Bah ouais. Téléphoner dans les transports en commun constitue une source de contamination non négligeable, alerte le pharmacien biologiste lyonnais Jacques Greff, à un avis que partage l'Académie de médecine. Ah, faudrait éviter de téléphoner dans les transports en commun, notamment dans le métro, bah pour voilà. Bon, ok, d'accord. Okay. C'est noté, c'est noté. Okay. Ah, voilà, la Provence. Je cherchais cette une de la Provence, c'est le journal de Marseille. Pourquoi Macron reste dans le flou? Certains médias ont espéré très très fort qu'il y ait des annonces là, cette semaine, peut-être même dès aujourd'hui, sur le troisième confinement, histoire d'avoir un petit peu de grain à moudre de la part de mes confrères. Et puis finalement, on ne sait pas si ces annonces vont être faites. Alors il y a des gens qui s'impatientent, et on voit la Provence qui dit mais pourquoi Macron reste dans le flou? Ah, je l'avais pas vu. C'est Pugnas03 qui me dit pourquoi Macron reste dans le flou avec un visage flou de Macron. Je l'avais pas vu. Ouais, bien joué la Provence, c'est pas mal. Pourquoi il reste dans le flou? Alors, est-ce qu'il reste dans le flou? Alors là, je l'évoquais déjà hier. Là, moi, je suis assez solidaire de ma profession. Mais quand même, je m'interroge parce que en début de semaine, il y a des journaux qui disaient bon, alors c'est bon, c'est sûr, puisqu'on vous le dit, c'est dans le journal, c'est sûr, il va y avoir un troisième confinement, c'est sûr, on va vous l'annoncer. Et puis les retours qu'on a eus, c'est que l'Élysée allait peut-être pas l'annoncer.
pas tout de suite en tout cas. Et puis alors, du coup, j'ai vu des papiers sur le mode qu'est-ce que c'est que cette communication gouvernementale avec des couacs de partout. Je l'ai lu, et il y a eu plusieurs éditos là-dessus, sur le mode on nous annonce on nous annonce qu'il va y avoir un confinement, mais finalement il n'y en a pas. À un moment, il faut se calmer, quoi. Mais le gouvernement n'a jamais annoncé qu'il allait y avoir un troisième confinement. Certains médias ont dit, bon, comme certains scientifiques, comme le Conseil sanitaire nous disent qu'il faut un troisième confinement, c'est sûr, le gouvernement va annoncer un confinement. Mais l'exécutif n'a jamais dit, voilà, mercredi, on va vous faire des annonces sur un nouveau confinement. Donc à un moment, il ne faut pas prendre ces désirs pour des réalités. Et donc, sur les impatiences vis-à-vis des annonces, calmons-nous. Hein. Pourquoi Macron reste dans le flou? On va le dire simplement. Le président Macron, il a fait savoir que, ouais, parfois c'est les médias qui créent l'info, c'est vrai. Parfois un petit peu. Je pense qu'il faut se calmer un petit peu avec ça. Bon, c'est un tout petit... C'est pas gravissime, quoi. Mais pourquoi Macron reste dans le flou? Il l'a dit, c'est parce qu'en fait, il pilote au jour le jour. Il pilote à vue. Bon, il y a un édito qui le souligne ce matin, je crois que c'est dans le Parisien, qui dit, et même l'opposition aujourd'hui, elle se calme, parce qu'elle dit, oui, c'est pas le job le plus facile du monde. Il regarde les derniers chiffres. Il a dit, j'attends les derniers chiffres des contaminations, les derniers chiffres des contaminations par le fameux variant anglais, les effets du couvre-feu à 18h, est-ce que ça marche, est-ce que ça suffit pas, etc. Voilà. Et en fonction de ça, on décidera. Voilà. Donc c'est du pilotage à vue, mais assumé. Et voilà pourquoi Macron reste dans le flou. Pof, c'est la une de la Provence, mais que je trouve intéressante. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a beaucoup de choses dans la presse en région ce matin. L'OSES des étudiants, okay, on en a parlé, à la une du Républicain Lorrain. Vaccination, pourquoi ça bouchonne? Sud-Ouest, on a déjà beaucoup parlé ensemble, c'est pas la peine d'y revenir. L'Europe qui s'inquiète des retards. Je vais casser mon PC. L'ordinateur qui tape donc du poing sur la table, c'est la une du Télégramme, qui est l'autre journal breton. Ah, quand je vous disais que il fallait qu'on commence un petit peu à se... Vous êtes 15 000 déjà? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore tout casser. Vous allez encore casser. Et après, il y a mon PC qui chauffe. Et on entend la soufflerie qui fait comme ça parce que vous êtes trop nombreux. Donc oui, à un moment, on va se rendre compte que pour le monde du sport, et notamment amateur, cette crise, elle aurait été catastrophique. Hein. Amateur ou pro, le foot dans le dur. Titre ce matin, La Voix du Nord, on est dans la région de Lille. Et, allez, désolé, j'ai pas mal de mauvaises nouvelles en une des journaux. Époque oblige, même si de temps en temps j'arrive à trouver des petites bêtises. Des petits patrons ont jeté l'éponge. Pour certains, ça y est, malgré les aides, ils ont mis la clé sous la porte, notamment dans les plus petites structures, notamment, comme on le voit sur cette photo, dans le secteur des cafés et des restaurants. J'ai une pensée pour eux ce matin. Top 6 monde, c'est bien ce que je dis, vous êtes en train de tout casser. Bon, voilà pour ce petit passage en vue de la presse régionale ce matin. Alors, parfois, c'est un peu divers. Là, clairement, on voit qu'on est beaucoup sur la crise sanitaire. On va attaquer maintenant la presse nationale. 10h26. Je regarde si j'ai des nouvelles de mon rendez-vous que j'ai bougé pour pouvoir rester un petit peu avec vous. J'envoie... c'est la vie ici. Tout à l'heure, je mangeais mes céréales avec vous. Là, j'envoie un texto à un ami du travail. Bonjour Didier. Je vous dis pas tout, c'est les secrets de fabrication. Hein. C'est pour savoir si je peux rester un petit peu avec vous ou pas. Ce matin, a pu être déplacé. C'est un peu pour vous aussi, parce que ça veut dire que si c'est pas déplacé, il faut que je m'arrête plus tôt. Didier, sais-tu, déplacé. Je dis merci quand même, parce que c'est quelqu'un de super sympa. Tac. Voilà, désolé. Bon, on va attaquer la presse nationale maintenant. Hein. Coucou Didier. Non, c'est du côté de Question pour un champion. C'est pas un chien, Didier. Ah, c'est pas un chien, Didier. Le son est faible sur l'ordi ou le son est faible ou pas? Dites-moi, je peux augmenter le son. Dites-moi, parce que parfois certains... Un petit peu. On va le monter. Allez hop, on le monte un petit peu. Voilà. Hein. Ou alors c'est peut-être moi qui parle un petit peu en mode... comment on dit? ASMR? ASMR, c'est comme ça qu'on dit? ASMR? Je vois plein de gens qui me font des remarques sur ça, en mode ASMR, c'est ça, quand on parle tout doucement. Ça m'a toujours intrigué, ça. Parce que je connais pas, moi. Je sais, hein. Je sais, j'ai vu les gens qui parlaient tout doucement. Et je me suis toujours demandé si c'était sympa, ça. Vous aimez, vous, ça, ou pas? La SMR, ça vous plaît? Hein, c'est quand on chuchote, c'est ça. Ouais. Alors, je vois le truc, mais j'ai pas trop compris, en fait.
Je vois que j'ai très partagé. Sondage. Ça, je veux en avoir le cœur net parce que moi, j'ai compris le concept. Mais alors, est-ce que c'est mon côté boomer ou pas? J'ai pas, j'ai pas accroché moi le truc. Ouais. Genre un peu. Alors, c'est peut-être un truc de relaxation, c'est ça? Alors, bon, on y va. J'avais déjà ce sondage. Oh, j'ai encore fait des bêtises avec les sondages. Nouveau sondage. Aimez-vous, hein, ça vous va comme question? Aimez-vous la SMR? SMR. Ça m'intrigue, ça. Ça se trouve, vous allez me dire qu'en fait, vous adorez ça. Voilà. Hein, j'aime quand tu chuchotes. Oui, bah, je peux. Vous voulez que je fasse de la SMR? Oh là là, bah, vous êtes en folie là-dessus. C'est drôle. Ok. Certains ont l'air vraiment accros, puis d'autres pas du tout. Ce sont des bruits créés dans le faire réagir le cerveau afin qu'ils se détendent. Ok, d'accord, ok. Mais il y a peut-être d'autres façons de se détendre. Moi, je regarde des animés sur Netflix. Ça me détend d'une puissance. Je m'endors en 5 minutes. Du coup, j'avance pas du tout dans mes épisodes. Alors, oui, j'adore. Oui, j'adore. C'est une chanson d'il y a très longtemps, vous connaissez pas. Mon trésor. Oui, je l'adore. Bon, c'était... comment elle s'appelait cette chanteuse? Vous vous rappelez? Oui, Pauline Esther, ça va. Il y a des gens aussi âgés que moi dans le chat. C'est cool. Oui, j'adore. Non, je supporte pas. Peut-être qu'il y a des gens qui détestent l'ASMR. Pas. J'espère que j'ai pas fait faute. ASMR. Pas. Et 3, pas d'avis. Quel animé? Là, je suis à mort dans les Titans. L'attaque des Titans. Voilà, je suis au début de la 3e saison. C'est calme la 3e saison, je trouve. Ça parle beaucoup. La vraie branche de la royauté, tout ça. Ils ont arrêté de manger des gens là, sans arrêt. Là. Hein, ça repart un petit peu ou pas là? Après là, ils se mangent encore un petit peu ou pas? Moi j'aimais bien, ça, je trouve ça rigolo. Non, je supporte pas. Et puis 3, pas d'avis. Pas d'avis. Vous savez pas, ça vous intéresse pas. La SMR. Oui, pas d'avis. Ok. Aimez-vous la SMR? Oui, j'adore. 2, je supporte pas. 3, j'ai pas d'avis. On y va? Let's go. Je suis sûr que je vais être surpris par les résultats. Ah bah vous êtes 50, vous voyez, 56%, vous supportez pas. C'est drôle ça. C'est vraiment un truc qui laisse pas indifférent. Bon, 23% quand même à pas avoir d'avis, mais ça veut dire que vous avez 75% à avoir un avis très tranché là-dessus. Voilà. Ah bah certains ont arrêté la saison 3 de l'animé qu'on évoquait. Ouais. 25% vous kiffez la SMR, mais c'est beaucoup quand même. Et vous êtes 53% à pas aimer du tout, quoi. Je supporte pas, je vous ai fait dire. Et puis pas d'avis, 26%. Et vous êtes 3000, 4000, 5500, presque 6000 à avoir voté. Vous êtes combien là? Vous êtes beaucoup alors. Bon, bah voilà, ok. On peut l'arrêter de sondage parce que j'ai la tendance. Et je vois que certains, ça les insupporte. Je vais creuser cette histoire d'ASMR. Donc certains m'ont expliqué que c'était pour se relaxer, s'endormir un petit peu. Bon, je suppose que ça dépend un peu d'où ça vient. Hein. Certains doivent le faire bien, d'autres moins bien. Je vais creuser cette histoire. Vous m'avez donné envie de creuser. 53% je supporte pas, 27% j'adore. Non, 27% pas d'avis, 21% j'adore. Oui, j'adore. C'est mon amour, mon trésor. Désolé, je chante très mal, mais c'est bon bonheur. Bon, on y va, on attaque les journaux nationaux. J'ai une bonne nouvelle, on m'a confirmé que mon rendez-vous avait été déplacé. Je vais remercier. Ce qui veut dire... Je vais remercier. Merci Didier. Qui n'est donc pas un chien dans un film, qui est une vraie personne et qui est super sympa. Merci. Voilà, ça veut dire que, allez, on a commencé à 9h30, on vise, au lieu de s'arrêter à 11h, on vise 11h15, ce qui va nous laisser un petit peu de temps pour lire les journaux. Mais comme on parle pour une grande lecture des journaux, on va se faire un petit café. Bon café, bon thé, bon chocolat, bonne chicorée, ce que vous voulez, matcha, c'est parti. Let's go! Vous marchez à quoi, vous? Qu'est-ce que vous buvez, vous?
Ouais. Café chouquette. Café Madeleine plus 10 kilos. Vous n'êtes pas obligé de prendre les chouquettes et les madeleines. Coca, ouais. Cappuccino, café, thé maté. Je bois de l'amour, c'est cool ça. Thé amande, thé café sans sucre, thé. Ouh, il y a pas mal d'amis du FC Café là. Petite bière, non, je ne te crois pas. 10h33, une petite bière, je ne te crois pas. Je ne te crois pas parce que ce n'est pas possible. Hein, à 10h33, franchement, ce n'est pas possible. Ou alors, totalement décalé, mon ami. Ou alors tu ne regardes pas depuis la France, tu es en décalage horaire, c'est l'heure de l'apéritif, auquel cas il n'y a pas de souci. Mais 10h33 pour une petite bière, c'est un petit peu tôt quand même. Je crois. Hein. Tu sous-estimes ton chat, j'adore. Bon, on y va pour la presse nationale, vous êtes prêts? Elle est là. Figaro, on a pris un petit peu d'avance, donc on l'a déjà feuilleté sur, c'était quoi déjà la une, Macron qui veut se donner du temps et la contestation qui monte en Europe avec ce fameux hashtag « Je ne me confinerai pas, je ne me reconfinerai pas ». Ok, c'est vu. Libération. Claque ce titre. Paf. Il y a deux choses qui claquent. Le virus de la défiance. Le virus de la défiance. 57%. Waouh. 57%. Près de 6 Français sur 10 ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour les sortir de la crise sanitaire, d'après un sondage via Voice pour Libération. C'est pas très bon ça. Qu'écrit Libération à ce propos? Je vais vous lire quelques mots de cet éditorial. Certains parfois me demandent ce que c'est un édito. L'éditorial, c'est tout simplement le journal ou le journaliste qui donne son opinion. Et justement, comme c'est pas normalement trop le job du journaliste de donner son opinion, et plutôt de rapporter les faits, quand il le fait, il le signale. Il y a un truc qui clignote, éditorial. Je donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Éditorial intitulé Cafouillage par Dove Alphon. Si nous étions vraiment en guerre, comme l'avait déclaré Emmanuel Macron lors de sa première intervention télévisée sur le Covid, le commandant en chef n'aurait-il pas eu droit à un regain de confiance de la part du peuple, à un bond de popularité pour celui qui nous mène au combat? Las, dans le sondage Via Voice que nous publions aujourd'hui, l'image du président ne profite nullement de la crise sanitaire, au contraire, 57% ne lui font pas confiance, 66% estiment qu'il ne comprend pas les Français. C'est dur ça. Et seulement 25% le trouvent plus proche de leurs préoccupations depuis le début de la crise sanitaire. La faute à quoi? La faute à quoi? La faute sans doute à ce qu'il convient d'appeler charitablement la communication brouillonne de l'exécutif. Ainsi, seulement 36% estiment que les différentes mesures contre la pandémie sont lisibles et compréhensibles. On songe, ils sont durs, Libération, mais alors l'image elle est drôle, on songe, écrit Dove Alphon, on songe à Marlon Brando et ses incompréhensibles décisions dans la jungle d'Apocalypse Now. C'est Francis Ford Coppola qui a réalisé Apocalypse Now? J'ai un doute. Dans le chat, il y a des cinéphiles. Apocalypse Now, c'est Coppola? Je regarde. Oui, c'est ça. Donc ce génial film quand même. On songe à Marlon Brando et ses incompréhensibles décisions dans la jungle d'Apocalypse Now. Mes méthodes sont-elles hasardeuses? Demande-t-il à Martin Sheen, qui lui répond sincèrement: je ne vois aucune méthode, mon colonel. Pas mal ce petit parallèle. Donc, les Français estiment que, comme on le disait tout à l'heure, le président navigue à vue, en fonction de l'évolution de l'épidémie, et ils ne trouvent pas ça très bien parce qu'ils estiment que il n'y a pas de vue, justement, il n'y a pas de direction. Est-ce que c'est possible? On verra dans le Parisien tout à l'heure que l'opposition est en train de baisser d'un ton et de dire c'est pas le job le plus facile du monde en ce moment du président, donc arrêtons de lui taper dessus. C'est Xavier Bertrand qui dit ça, qui est pas on va pas dire que c'est pas un proche du président Macron, hein, il est à droite, c'est un ex-LR, il a quitté le parti à droite, mais il est toujours à droite. Il est président de la région des Hauts-de-France. Il a aussi des ambitions présidentielles. Xavier Bertrand en a parlé, donc on ne peut pas le soupçonner de macronisme, mais il dit aujourd'hui un petit peu, voilà, faisons une forme d'unité nationale sur cette question, parce que on sera tous gagnants si on gagne cette bataille, ou plutôt cette guerre contre le Covid-19. Bon, là, on va parler d'un truc un peu chaud. Je pense que tous vous avez en tête l'hyper-violente agression dont a été victime le petit Yuri, vous savez, l'ado qui a été tabassé à Paris le 15 janvier, enfin tabassé, le mot est faible, hein. Bon, il est tiré d'affaire, son pronostic vital n'est pas engagé, mais il pourrait avoir d'horribles séquelles. Et alors tout le monde s'est interrogé, notamment ceux qui ont vu les violences, les images de ce acharnement, cette déferlante de violence, avec des coups de pied dans le ventre, au visage, avec des coups peut-être d'un marteau, d'une clé, d'une clé de mécanicien, quoi, au visage, sur la tête. Bon,
Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Mais vous n'êtes pas obligé de les voir, je peux vous dire que c'est affreux. Et alors, il y a un rebondissement, il y a un truc un peu bizarre. À Paris, c'est Libération qui en parle ce matin, c'est la première fois que je vois un journal en parler. Alors soyons prudents avec cette histoire. À Paris, 11 femmes de ménage ukrainiennes victimes d'exploitation. Vous me dites, c'est quoi le rapport Elles auraient travaillé, donc c'est une histoire d'exploitation par le travail, c'est des gens qu'on a exploités. Elles auraient travaillé non déclarées, non pas déclarées, alors qu'on leur disait qu'elles étaient déclarées, en fait c'était pas déclaré, sous-payées par une entreprise de conciergerie. Au cœur du dossier, une patronne accusée de travail illégal. Si à ce stade les enquêteurs ne lient pas les deux affaires, cette femme qui est accusée d'être à la tête de ce réseau d'exploitation de femmes de ménage ukrainiennes, c'est la maman de Yuri, l'ado tabassé à Paris le 15 janvier. Voilà. Libération, en fait, a découvert ça il y a quelques temps. Et manifestement, on sent que Libé a eu beaucoup d'hésitation à sortir cette info. Voilà. Et souligne qu'à ce stade, il n'y a pas de lien entre les deux affaires, mais c'est quand même extrêmement... Libération écrit ça ce matin. La patronne qu'elles accusent, donc ces femmes de ménage, de les avoir rendues dépendantes d'un système d'emprise, n'est autre que Natalia Kruchenik, la mère de Yuri, l'adolescente de 15 ans, tabassée par une bande de jeunes. Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre les deux affaires. Contacté par Libération, le parquet de Paris n'a pas souhaité faire de commentaires, mais le fait divers plonge tous les acteurs de ce dossier sur lequel Libération enquête depuis de longs mois dans un état de sidération. Voilà, c'est comme... Il y a un bug. On avait une affaire qui était, entre guillemets, très simple. C'était un jeune homme qui s'était fait lyncher, agresser d'une façon ultra violente par une bande de sauvages. Et puis maintenant, on se rend compte que sa maman est impliquée dans une affaire. Alors, Libération souligne 10 fois que aucun lien n'a été établi entre ces deux affaires. Mais du coup, ça vient rendre cette affaire extrêmement compliquée. Et évidemment, comme le dit Praxis, ça ne justifie en rien la violence sur un gosse de 15 ans par des bouffons. Mais alors, on est complètement d'accord. La question que se posent les enquêteurs, bien sûr, vous l'avez compris, c'est est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'à un moment, certains s'en sont pris à ce jeune homme en raison de l'activité de sa mère? Ce qui n'excuse en rien les comportements des agresseurs, évidemment. Mais du coup, l'enquête change un petit peu de nature. Je voulais vous tenir au courant parce que je pense que vous allez en entendre parler. Et je voulais vous donner un petit peu des clés de lecture pour quand vous allez voir cette info débarquer à la radio ou à la télé, on a moins de temps que dans un journal pour comprendre ce qui se passe. Vous ayez les clés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, on laisse faire le travail des enquêteurs, bien sûr. Hop. Mais Libération est le premier journal à en parler, donc c'est intéressant. Le Parisien, ça c'est intéressant aussi. Ce que coûterait un reconfinement. Ah, oui, dans l'équation... Est-ce qu'on reconfine ou pas? Attendez, je fais un petit réglage informatique. Quel ingénieur je suis devenu. Moi qui savais à peine faire un copier-coller il y a un mois. Et vas-y que je te fais des trucs de ouf. Maintenant, alors, c'est ça que je voulais... Est-ce que c'est ça que je voulais voir? Oh non. Voilà. Excusez-moi. Ça. Je sais pas, je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon, excusez-moi, j'ai réussi. Donc, ce que coûterait un reconfinement, parce que dans l'équation, est-ce qu'on reconfine? Il y a ça, il y a le côté psychologique, est-ce que les Français sont capables d'encaisser? Et il y a le côté économique, combien ça coûte? Est-ce que notre économie, est-ce que notre pays peut encore encaisser un confinement strict? Le Parisien a fait un peu le compte des confinements précédents. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un me disait, il y a eu un deuxième confinement? Ça dépend, le confinement strict, il n'y en a eu qu'un. Mais il y a eu un deuxième confinement, même s'il était moins strict. Bon, après, on peut jouer sur les mots. Ici, le Parisien parle de confinement. Premier confinement, du 17 mars au 11 mai, donc caractérisé par la fermeture des écoles, des crèches, vous vous en souvenez, fermeture des collèges, des lycées, fermeture des magasins non essentiels, on se rappelle bien, fermeture des restaurants d'entreprise, arrêt du BTP et de l'industrie, donc c'était vraiment le confinement sévère, moins 32%. De perte d'activité. C'est énorme. Le deuxième confinement, 30 octobre, 15 décembre. Cette fois, les écoles avaient rouvert, le BTP, l'industrie avait pu repartir, mais les magasins non essentiels étaient fermés. Donc là, c'était quand même extrêmement dur. Allez demander aux commerçants s'ils ne l'ont pas vécu comme un confinement. Moins 12%, c'est énorme.
de perte d'activité. La situation actuelle, juste le couvre-feu, là, à 18h, c'est moins 7%. Donc on voit que dans cette équation, il y a la question de combien ça coûte. Et je vous disais tout à l'heure, par rapport au sondage sur Macron, qui est jugé par une majorité de Français comme pas un bon chef de guerre dans cette guerre contre le Covid, il y a un édito de Jean-Michel Salvatore ici, dans le Parisien, à ce propos. Hop, c'est là, je vous montre avec ma tête, puisque ma main gauche est prise. Changement de climat, c'est une petite phrase que prononcent ces temps-ci certains adversaires d'Emmanuel Macron. On n'aimerait pas être à sa place. Des anciens ministres socialistes comme des caciques des Républicains en conviennent en privé. Xavier Bertrand est le premier à avoir publiquement changé de ton vis-à-vis du chef de l'État. Il a souvent eu la dent dure. Il proposait lundi matin sur RTL de faire bloc, hein, c'est l'idée de l'unité nationale. Qu'est-ce que je fais avec ma main gauche? Je tiens le journal. Qu'est-ce que je fais avec ma main droite? Je tiens mon micro. Voilà, il y a des questions, les gens qui sont, vous êtes précis sur l'actu, hein, vous cherchez vraiment bravo. C'est une question d'union nationale. C'est avec le Covid qu'on estime que finalement jamais la décision politique n'a été aussi difficile à prendre. On le voit ces jours-ci avec le 3e confinement. Quelle option retenir? En privé, à droite et à gauche, on dit le job est pas facile. Et certains vont, comme Xavier Bertrand, jusqu'à dire allez, un petit peu d'unité nationale autour de cette question, puisque c'est l'intérêt de la France. Voilà. Xavier Bertrand, on aime ou on n'aime pas, mais ses propos, je trouve que ça a de la gueule un petit peu. Samuel, je t'écoute en direct. Attends, ça, il est super ton message. En direct de ma grue, à 40 mètres de hauteur, FCBTP. Le sumo du 59. Bonjour Samuel, je t'écoute en direct de ma grue à 40 mètres de hauteur FCPTP, j'adore. Bon, à mon avis, c'est quand même un travail de précision, ça a de hautes responsabilités. Donc j'espère qu'on ne te distrait pas trop. Donc soyons les amis, ne faisons pas rire notre ami sumo là, au haut de sa grue, parce que ça c'est un sacré job quand même. C'est fou, ça me merci de nous écouter depuis là-haut. Ça va, la vue est sympa, ça doit être cool. Mais vous êtes 16 000? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas regardé, j'avais pas vu, vous étiez si nombreux. Mais on est quoi, top 6 monde encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, merci à nos amis. On dit grutier, je crois, c'est ça? C'est cool ça. Merci d'être avec nous. Bon, ça, c'est le Parisien de ce matin. Je reviens pas qu'on me regarde depuis une grue. Attends, je regarde le chat. Désolé, ce matin, je vois des choses parfois. Ouais, excusez-moi. Ok, ça va. Je regarde de temps en temps le chat. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, l'opinion. Au début, j'ai pas trop compris cette une de l'opinion, en fait, et puis j'ai dû la lire tranquillement, et en fait, elle est intéressante. Covid, construire le monde d'avec. Le monde d'avec, c'est-à-dire, pour trouver le bon équilibre entre sécurité sanitaire et activité économique, il n'est pas interdit d'avoir de l'imagination. On a l'opinion qui nous dit, il n'y a pas que le confinement, on peut peut-être inventer, soyons inventifs, inventons de nouvelles choses, des nouvelles mesures peut-être. C'est intéressant. Ouais. Du coup, c'est fou, du coup je pense grue, j'arrête pas de penser grue. Et j'ai envie de regarder s'il y a une grue derrière moi. Il n'y a pas de grue. C'est drôle, ça y est, essayons d'inventer de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'écrit l'opinion ce matin? Regardez le titre de l'édito. S'adapter plutôt que subir. Face à certains... Ah ça y est, vous me dites d'où vous m'écoutez. Je vois quelqu'un me regarde en direct du resto où il travaille, le lucratif, je travaille, FC Cuisto. Ouais, bah merci d'être avec nous. Top. S'adapter plutôt que subir. S'adapter plutôt que subir. Face à la menace nouvelle des variants du virus, Emmanuel Macron va devoir bientôt choisir quelle riposte est la bonne. Ouais, on a compris, c'est bon. Mais ce qui était possible en mars-avril dernier, la primauté absolue du sanitaire et la politique du quoi qu'il en coûte ne l'est plus aujourd'hui. Ok, l'économie ne peut pas le supporter, les Français psychologiquement ne peuvent plus le supporter. On est d'accord. À la fois parce que le risque économique peut finir par dépasser nos propres capacités, et parce que, je le disais, le risque psychologique menace de plus en plus des populations que le confinement est pourtant censé protéger. Ah, et là ça devient intéressant. Peut-être faudra-t-il alors oser faire du prospectif en inventant un modèle de vie avec le virus. Des magasins ouverts mais régulés. Des entreprises libres de travailler avec des salariés testés ou vaccinés et immunisés. Des manifestations culturelles ou sportives avec carnet de vaccination exigé. On ne dira pas passeport sanitaire, dit l'opinion, qui sait pourtant que ce sujet, il est brûlant. Les solutions existent déjà et existeront de plus en plus qui, en attendant l'éradication de la maladie, pourront faire triompher un mode de vie adapté plutôt qu'une existence durablement confinée. C'est Nicolas Bétou
qui signe cet édito, et je le trouve intéressant, parce que plutôt que de se dire, ok, on arrête la vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on arrête la vie, et puis ça, avec les conséquences folles que ça a sur le moral des Français et sur l'économie, ou alors on invente de nouvelles choses. Les commerces, ok, on va les laisser ouverts, mais avec plein de mesures, ok, ça va être chiant, mais c'est moins grave que de les fermer. Les salles de sport, on va les rouvrir, mais avec telle mesure, telle condition, ça va être chiant, mais c'est mieux que etc. C'est pas mal, non? Voilà, c'est dans l'opinion ce matin. Allez, on continue. On se fait plaisir. Attention, je sors la page. Canard enchaîné. Ça, c'est le petit bonheur. Le petit bonheur du mercredi. Alors, le canard, c'est une vraie frustration pour moi, le canard enchaîné. Donc, ça sort toutes les semaines. C'est à la fois un journal qui... Je l'aime bien, mon canard. Vous avez vu? Mon petit canard. C'est un journal que j'aime bien parce qu'à la fois, c'est un journal qui fait rire avec des dessins, tout ça sur l'actualité. Et puis, c'est un journal qui enquête, qui cherche un petit peu les affaires. Le canard, il en a sorti des affaires. Je me demande s'il a, je sais pas, alors c'est des trucs de vieux, mais l'affaire des avions renifleurs sous Giscard d'Estaing, je me demande si c'est pas le canard qui a sorti l'affaire. Bon, vous irez chercher sur Internet. Alors, donc, on réfléchit et on rigole aussi. On a vu ce titre déjà tout à l'heure. L'homme de la situation sanitaire, c'est Olivier Varian. Et pas Olivier Véran. Mais surtout, alors je vous disais, c'est beaucoup de frustration pour moi le canard parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages, mais des pages, mais immenses. Mais allez, immenses. C'est écrit tout petit. Il y a un nombre d'informations, de petits articles, de brefs, de trucs. Faut des plombes pour lire le canard. Faut du temps. C'est hyper dense, comme le dit Fresh Good. C'est hyper dense. Je viens de comprendre. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès. C'est hyper dense. Le canard. La danse des canards. C'est hyper dense le canard. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se remue le bas des reins et font coin. Attendez, je vais vous chercher. J'ai pas le droit de passer les chansons sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, en raison des droits d'auteur. Mais ce que j'ai le droit de faire, bougez pas, c'est de vous la chanter. Ne bougez pas, je vais chercher mes écouteurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le droit de passer la musique, j'ai le droit de vous la chanter. Pour ceux qui ne connaissent pas la danse des canards. Ne bougez pas, je vais vous la chercher. Vous bougez pas? Je pense qu'on va bien rigoler là, parce que je chante moyennement. Bougez pas. Alors, pour faire ça, j'ai besoin de me connecter là à mes oreilles. Comme ça, moi, j'aurai la musique. Enfin, mes écouteurs, vous m'avez compris. Hein, mes oreilles. Donc, moi, j'aurai la musique. Vous ne l'aurez pas, comme ça, on ne va pas avoir de problème avec Twitch. Ah, t'as passé de la musique. Ensuite, je me connecte à Spotify, par exemple. La danse des canards. Voilà, je l'ai. Ça marche ou bien? Ah, faut que je ressorte. J'ai Spotify qui a bugué. Et après, on va afficher les paroles. Ça va clipper ça. La danse des canards. L'original. Ah, j'ai un truc qui fait quoi, ça doit être ça. Ok, et après, il faut que je m'affiche les paroles. Je m'affiche les paroles, d'accord? Paroles. Voilà, vous pouvez chanter avec moi. Hein. Alors ce qui est cool, c'est que là on contourne la technologie qui contourne. On n'a pas le droit de passer la musique. Mais si, je vais parler des articles, vous inquiétez pas. 11h15, on a le temps. Et donc du coup, on va faire la danse des canards, comme ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la danse des canards, c'est pour les plus jeunes. Vous êtes prêts? Allez, on est parti, je vous en joue un petit peu. Coin, ça fait coin au début là. Coin. C'est la danse des canards qui, en sortant de l'âme, se secouent les bas des reins et font coin. Les petits canards pour que tout le monde se marre, remuer le popotin en faisant coin. Après faisant claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin. Un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. On essaie la fête. Après, on tourne comme ça. Sans dessus, dessous.
J'arrête parce qu'après, à France Télévisions, ils vont me dire ça va aller là maintenant. Hein. Ça va aller là, faut que t'arrêtes là. Hein. C'est plus possible. Hein. Arrête tes trucs là. Voilà. Non, mais c'était. Voilà, moi, je suis là pour la culture, la connaissance et l'information. Et moi, je pense aux plus jeunes là, dans le chat, qui connaissaient pas, qui nous regardent ce matin, qui connaissaient pas la danse des canards. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné? C'était bien ou pas? C'était au niveau de la voix, de la rythmique. C'était bien? C'était pas mal. Voilà. Je l'ai fait une fois déjà là, avec une chanson de Johnny. J'avais fait un sondage après d'ailleurs. J'avais demandé aux gens s'ils avaient bien aimé. Alors il y avait 3 réponses possibles. Oui, non, je préfère pas me prononcer. C'était en 3. Et plein de gens en fait avaient préféré dire 3, je préfère pas me prononcer. Pas pourquoi. Très bizarre. Donc, la danse des canards. Donc merci à celui qui m'a fait la petite blague dans le chat, qui a provoqué ce grand moment de culture et de chanson. Et maintenant, voilà, moi j'ai eu le plaisir ce matin d'avoir un petit peu de temps entre 2 journaux et de pouvoir lire les mini-mars, la mare au canard, les mini-mars, qui sont des petites brèves du canard enchaîné, que j'ai jamais le temps de lire d'habitude. Ça donne quoi les mini-mars? C'est des petites histoires souvent politiques, c'est quelques lignes et c'est souvent assez drôle, assez parfois un peu cruel. On y va. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui commente le déficit de l'État qui a doublé en 2020 pour atteindre 170 milliards d'euros. C'était dans Le Monde. Et le canard rappelle ce qu'il a dit. Le contexte sanitaire a mis à bas l'ensemble de l'édifice de nos prévisions. Et le canard ajoute, l'essentiel n'est-il pas que Bruno Le Maire ait trouvé le temps d'écrire un livre? Manifestement, le ministre de l'économie a eu le temps d'écrire un livre. Alors, le canard se demande comment est-ce possible en cette période. Rapporté par les Échos, Intermarché sort grand vainqueur de l'année du Covid. Bah, bravo Intermarché. Puis le canard ajoute, les revenus des caissières et caissiers ont sûrement eux aussi battu des records. C'est pas bon ça, hein? C'est bon, hein? Ils sont forts le canard. Allez, on continue, les minimars. Annie Genevard, de la vice-présidente LR de l'Assemblée, qui ironise. Je ne sais pas s'il faut croire Monsieur Véran du matin ou Monsieur Véran du soir. Le canard qui ajoute, il faudrait demander à Monsieur Véran de l'après-midi. Voilà. C'est mignonnet. Oh, c'est des petites choses comme ça, c'est chouchou. Voilà. Et puis, je vous avais promis un petit dessin sympa dans le canard. Il est là, il est signé Aurel. Voilà. Quand je vous disais que c'était récemment dans un stream précédent, je vous disais sous la Ve République, le patron, c'est le président de la République. C'est comme ça que le constituant, que le général de Gaulle a voulu l'esprit de la Ve. Le patron, c'est le président de la République. Évidemment, il y a des contre-pouvoirs, et puis c'est l'Assemblée et le Sénat qui votent les lois. Mais le patron, c'est le président de la République. En matière sanitaire, l'état d'urgence a été décrété. Tout se décide en Conseil de défense, vous le savez. Donc c'est vraiment lui qui va décider si le confinement, il n'y a pas, ou s'il y a. Et là, on a un dessin, regardez, 3e confinement, casse-tête pour Macron, seul à la manœuvre, et il efface tous ses ordinateurs avec les derniers chiffres du Covid-19. Et regardez ce monsieur derrière, vous reconnaissez peut-être Jean Castex, qui est sur le point d'appuyer sur le bouton confinement, mais il attend le feu vert, il a la main qui tremble. Alors là, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ça sent que Jean Castex, a priori, il est plutôt partant pour un confinement dur. Hein, il est partisan de cette ligne et le président Macron hésite. On est 200 000. Non, vous n'êtes pas 200 000. Il y a 200 000 followers, mais vous n'êtes pas 200 000. Ce serait bien si vous étiez 200 000. Là, vous êtes 16 000, ce qui est juste énorme. On continue. Ça, c'est le canard que j'ai eu le temps de feuilleter un petit peu ce matin. Je vais vous chercher quoi maintenant? Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les Français, ils n'ont pas un regard super amoureux sur les médias, sur les journaux et sur les journalistes. Bon, moi, je suis habitué, ça fait 25 ans que je suis journaliste, et c'est vrai que je sais qu'une partie des Français ne nous font pas confiance. Voilà, on n'est pas en odeur de sainteté. Et ça, on peut le mesurer chaque année grâce à une enquête qui est publiée chaque année par La Croix. Hein, c'est une grande enquête sur l'image des médias. Et bonne nouvelle, il y a un frémissement de confiance, il y a un petit mieux, un petit quelque chose. Voilà. Alors là, ça vaut pas un ban du tout, parce que je vais pas me fâcher avec ça, ça suffit pas pour m'énerver. Gomu yes, alors pseudo intéressant, qui me dit les journalopes. Hein, voilà, les journalopes. On dit pas les journalistes, on dit les journalopes. Alors journalopes, ça fait penser à un autre mot. Bon, ça met en colère. Évidemment, ça se banne pas, hein, je parle au modérateur. On banne pas Gomu yes pour ce petit trait d'humour. C'est tellement les journalopes, voilà. C'est comme qu'on dit, je sais pas moi, les politicards. Hein. C'est pas les politiciens, c'est
On dit Gomu Gomu? Ouais. Bah, je vais le dire Gomu Gomu comme je suis pas d'accord avec lui. Hein, on va dire Gomu Gomu, yes. Je vais faire exprès de l'écorcher. Hein, les politicards. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y a des professions comme ça. Le toubib pour le médecin. Enfin, dès que finalement on veut déconsidérer, quoi, on prend un autre mot. Hein. Les journalopes. Les journalopes. Bon, alors, quelque part, j'ai envie de te dire Gomu Gomu. Tu sais ce qu'il dit, journalope? Ah. Mais non, mais je vais pas le jouer comme ça. Donc on va pas te bannir pour ça. Tu vas pas sortir du truc. Mais voilà, je vais juste te dire que moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et 99,99% des journalistes que j'ai croisés, c'est des gens passionnés par leur métier. C'est des gens intègres, c'est des gens qui n'ont jamais accepté une pression politique ou économique de leur vie, contrairement à ce que les gens pensent beaucoup, qui ne sont pas au sol du pouvoir, hein, qui prennent pas les coups de fil des ministres pour dicter leurs papiers, qui ne prennent pas les coups de fil des chefs d'entreprise ou des pressions économiques pour écrire leurs papiers, qui sont indépendants, qui sont souvent très mal payés, mais qui sont juste passionnés par leur métier. Moi, c'est la réalité de ce métier depuis 25 ans que je fais. Alors je sais que c'est pas la perception qu'en ont les gens. Voilà. Et je m'en regrette, et je pense que quelque part les journalistes ont pas su expliquer leur métier, n'ont pas su expliquer comment ils travaillaient. Je peux t'assurer, pardon, j'ai fait une petite pause sur ce mot journalope que j'exècre, que je déteste, voilà. Pour dire que tu as le droit de le penser. Parce que tu as le droit de penser que les journalistes ne sont pas indépendants, sont pas honnêtes, te mentent. Ben, moi, je me lève tous les matins. Tous les matins, je me lève en me disant mais comment je vais pouvoir mentir aux gens? Je ne sais pas trop pour quel intérêt, mais comment je vais pouvoir le faire? Juste pour vous dire que, voilà, ce métier, moi je le vis de l'intérieur depuis un quart de siècle, maintenant, et c'est ce que je constate. Alors peut-être que je suis complètement aveugle et complètement sourd et que je ne vois pas ce qui m'entoure. Je ne suis peut-être pas assez malin pour comprendre les enjeux de tout ça. Mais je peux te dire qu'on est honnête, voilà. Alors on fait des erreurs parce que c'est un travail humain. Toi, tu en fais aussi surtout dans ton travail, je ne sais pas ce que tu fais. On en fait. Des erreurs, comme toute activité humaine, et puis il n'y a aucun souci pour nous les reprocher, et puis parfois on se trompe sur des infos et tout, bien sûr. Donc c'est humain et on fait des erreurs, mais on est honnête. Voilà, on est rigoureux, on fait le maximum de ce qu'on peut avec nos moyens pour rapporter l'information la plus fiable avec le plus d'honnêteté possible. C'est ma conviction, t'es pas obligé de me croire, mais journalope, c'est moche. Voilà, c'est moche. Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Voilà, je reviens au chat parce que du coup, j'ai pas lu tout ce que vous avez. Mais je m'étais arrêté sur ce mot. Voilà. Donc, tu as le droit de le penser, mais je voulais juste te dire. Comme tu as le droit de le dire, moi, je te dis aussi ce que j'en pense. Voilà. Oui, alors évidemment, je défends un peu tous les journalistes. Alors, certains journaux, certains médias sont peut-être moins dans cette rigueur que j'évoquais à l'instant, mais dire les journalopes, c'est dire ils sont tous comme ça. Voilà, ça, je suis pas du tout d'accord. Donc, frémissement de confiance envers les médias, sauf de notre ami là, qui nous traitait à l'instant de journalope. Quand il y a ça, c'est sarcastique? Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je déteste voir ce mot. Voilà. Donc, qu'écrit à ce propos Lacroix? Je suis pas en colère, hein, c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de parler de ce mot journalope et tu m'en as donné l'occasion, donc voilà, j'ai dit ce que je pensais de ce mot. Il est moche. Qu'écrit Lacroix à ce propos? Il faut l'avouer, nous redoutions le pire au moment de prendre connaissance des résultats de notre baromètre annuel de la confiance dans les médias. On est tellement habitué à se faire critiquer que, effectivement, après plusieurs années marquées par une dégradation de la relation entre les Français et leurs moyens d'information, or ce n'est pas le cas. Les différents indicateurs du baromètre ne font pas un bond vers le haut, mais ils sont positivement orientés. Donc les Français ne sont pas tombés en amour pour les journalistes, mais ça va un petit peu mieux. Avançons une explication. Non, le sarcasme, non, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a une forme de sarcasme à cause du petit visage là sur Journalope. Non, bah non. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un utilise une insulte et met le sarcasme, ça veut dire que ce ne sera pas une insulte? Non. Non, en fait, c'est pas drôle. Que ce soit du sarcasme ou pas, c'est pas drôle. Voilà. Moi, si demain je reçois un ministre et je lui dis ah, bonjour, monsieur le politicard, et qui me dit quoi? Je dis, non, mais c'est le sarcasme, parce que je sais que des gens qui l'appellent. Mais à votre avis, il va le prendre comment? Bon, voilà, donc non. Donc moi, je valide pas le truc du sarcasme et du second degré. Je pense pas qu'il y en avait beaucoup là, dans ce truc. Désolé. Alors pourquoi ça s'améliore un petit peu l'image des journalistes? Avançons une explication. Avec l'éruption du coronavirus, chacun s'est retrouvé face à l'inconnu. Dans ce contexte, les médias retrouvaient leur utilité primordiale, apporter les informations indispensables à la compréhension des événements. Durant cette période, les journalistes ont rendu service, les Français leur expriment leur reconnaissance. C'est une agréable
récompense. Voilà, donc ça s'améliore un tout petit peu, peut-être en raison de cette crise. Alors, voyons dans le détail ce qui se passe. Alors, vous voyez, pourquoi c'est un cri du cœur que j'ai poussé à l'instant, et peut-être que je suis un peu trop passionné sur ces questions, mais regardez ce sondage-là qui est fait auprès des Français. L'indépendance des journalistes. Elle fait mal quand même, cette enquête. L'indépendance des journalistes. Croyez-vous que les journalistes sont indépendants? C'est-à-dire qu'ils résistent aux pressions des partis politiques et du pouvoir et aux pressions de l'argent. 63% des personnes interrogées pensent qu'on répond. On résiste pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir. 63% des personnes interrogées pensent que les journalistes prennent leurs informations, sont à la botte du pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez quoi? Qu'il y a un téléphone rouge dans les rédactions et le ministre et les ministres nous dictent nos infos, quoi. 63% des personnes interrogées pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Mais je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Moi, j'ai vu des hommes politiques appeler des rédactions, et je peux vous dire que on les envoie paître, quoi. Voilà, c'est plus l'ORTF, quoi. Donc ça n'existe pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a 63% des gens qui pensent ça. Je ne sais pas. Bon. Et puis, est-ce que les journalistes résistent aux pressions de l'argent? Non, 59%. Bon, alors ça veut dire que 59% des Français pensent que les journalistes sont achetés ou achetables. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Peut-être qu'à la marge, c'est arrivé. Hein. Peut-être que parfois, peut-être que sur certaines chaînes privées, un jour, il y a un annonceur qui a appelé en disant « je ne veux pas voir cet article ou ce reportage sortir ». Je sais que c'est arrivé puisque j'ai vu des sociétés de journalistes sur certaines chaînes privées le dire en disant « ah, j'ai été censuré parce que… ». Donc ça existe, mais ça n'est pas du tout la réalité de notre travail au quotidien. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vis depuis 25 ans. Voilà. Alors, vous pouvez tous trouver, je vois que certains me donnent des exemples, je les connais, c'est pour ça que je le parlais à l'instant. Et donc il peut y avoir des dérapages comme dans toutes les professions, de même qu'il y a des bons politiques et des mauvais, qu'il y a des bons policiers et des mauvais policiers. Donc il y a peut-être des mauvais journalistes, j'en ai pas rencontré, voilà, j'ai peut-être eu de la chance. Et pour clore là-dessus, et je suis désolé de m'être laissé un petit peu emporter par ma passion, on va faire un sondage pour en avoir le cœur net. Est-ce que vous pensez que les journalistes sont indépendants? Voilà. Et puis je vais peut-être prendre une grosse baffe dans ma gueule. Voilà, nouveau sondage. Mais c'est tellement ma vie, ma passion, et c'est tellement ce que je vois moi au quotidien que je suis obligé de vous dire comment moi je le vois. C'est mon opinion, mais encore une fois, je l'impose à personne, parce qu'on a tous le droit de ne pas être d'accord du moment qu'on l'exprime sans violence. Pensez-vous que les journalistes sont indépendants? Ça se trouve, je vais prendre cher là. Je pense que la question est trop longue. J'espère qu'elle va rentrer. Yes. Elle rentre. Pensez-vous que les journalistes sont indépendants? On va faire simple. Hein. Oui. Oui, ils font leur travail, ils essayent de le faire. Non, ils ne le sont pas. Et effectivement, ils acceptent les pressions des politiques et du pouvoir économique. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans le sondage. Je ne sais pas. Troisième. Voilà. Bon, Samuel, tu vas prendre la claque de ta vie. C'est parti pour le sondage. Comment c'est un sondage? Mais c'est ça qui est intéressant. Si c'est l'échange, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et on est en démocratie. Et peut-être que je me trompe. Mais c'est ma conviction à moi. Voir les résultats. Un petit café. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que vous n'êtes que 31% à penser que les journalistes sont indépendants. Vous n'êtes entre guillemets que 35% à penser qu'ils ne le sont pas. Je m'attendais à plus. En tout cas, vous êtes beaucoup moins persuadés devant ce stream ce matin que la moyenne des Français que les journalistes ne sont pas indépendants, mais vous êtes quand même un tiers. Donc ça interroge le journaliste que je suis. Ça veut dire que quelque part, où j'ai rien compris, où je suis sourd et aveugle, où on a mal expliqué comment on travaillait, et c'est aussi pour ça que je suis là le matin, pour expliquer comment les journalistes travaillent, dans le maximum de rigueur possible, et le je ne sais pas, 35%. Voilà, bon, c'est extrêmement intéressant. Bolloré, l'affaire Toen, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le journalisme. Hein. Je crois pas que Bolloré soit un journaliste. Enfin, je vois des exemples qui passent là qui ne sont pas forcément... Peut-être que certains mélangent quand même un petit peu. Je clôt le sondage. Vous êtes, en tout cas ça passionne, c'est bien, 2000, 4000, 5000, 6000 à avoir voté. C'est extrêmement serré. 32% vous pensez que les journalistes sont indépendants. C'est plus que la moyenne des Français, mais pour moi c'est pas beaucoup. Non, on n'est pas indépendant. 32%, d'accord, ok. Et je ne sais pas, 36%. Voilà. Bon, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est bien parce que ça
pour moi, c'est une forme de remise en cause, même si ça confirme des choses que je sens et que je vois depuis très longtemps. Voilà, il y a un problème de perception de notre profession. Ouais, peut-être qu'il faut qu'on s'en explique mieux, qu'on soit plus transparent. Voilà. On a peut-être des choses à apprendre de ce sondage-là, en tout cas. Merci d'avoir voté. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Comme ça, on va passer très très vite parce que bon, bah, ce constat, c'est celui des Échos. Il y a une nouvelle donne de la croissance mondiale, à savoir qu'il y a bizarrement les États-Unis et la Chine qui s'en sortent bien économiquement. Je dis bizarrement parce que les États-Unis sont quand même le pays le plus touché au monde par le Covid-19 en termes de cas, et pourtant les États-Unis finalement sortent plutôt bien économiquement de cette crise, et ainsi que la Chine, mais on sait que pour la Chine, l'épidémie est quasiment derrière eux, donc c'est moins surprenant, la Chine qui repart très fort. En revanche, il y a un mauvais élève, hélas, soulignent les Échos, eh bien c'est l'Union européenne qui s'en tire pas très très bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah, L'Humanité, qui est un journal qui a une grille de lecture qui est particulière, qui est une lecture extrêmement à gauche, bien sûr. Mais une fois qu'on a cette grille en tête, comme je le dis souvent, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand vous lisez l'Humain, vous connaissez la grille de lecture de l'Humanité, elle n'est pas cachée. Hein. Le bandeau, il est rouge, là. C'est un journal qui a été très proche du Parti communiste. Donc, il faut avoir cette grille de lecture en tête, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire des choses intéressantes dans l'Humain. Et surtout, j'ai envie de dire, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne éditoriale de l'Humain, lisez-le de temps en temps. Parce que peut-être que ça peut vous apprendre des choses, vous bousculer dans vos certitudes, voilà, les convictions, être convaincu, parfois c'est un peu dangereux. Et il faut savoir remettre en question ses convictions. Moi, par exemple, sur l'indépendance des journalistes, vous voyez, le résultat du sondage qu'on vient de faire, elle me bouscule un petit peu. Elle me dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, l'Humain, c'est vraiment un... J'en fais du boucan, désolé. Un titre qui interpelle. L'Humain proclame en une, McDonald's se goinfre d'argent public depuis des années. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une enquête dont Jean-Emmanuel Ducoing fait état dans son édito. McDo fait du gras. Bon déjà, hein, le titre est joli. McDo fait du gras. Au monde merveilleux de McDonald's, derrière le double cheese et le royal bacon, il n'y a pas que les consommateurs qui s'engraissent et font du gras, les actionnaires aussi. Ok. Bon, il faut dire que les actionnaires, c'est pas une partie de la population que l'humanité aime beaucoup. Et pas n'importe comment. Les conclusions d'un rapport de l'ONG React, R-E-A-C-T, React, donnent des frissons de machiavélisme capitalistique. Dans le détail, donc cette ONG nous apprend que le géant, donc McDo, bénéficie depuis des années d'une réduction générale des cotisations sociales patronales, dite réduction Fillon pour les bas salaires, et bien sûr du trop fameux CICE dans des proportions si impressionnantes que McDo a économisé entre 290 et 400 millions d'euros sur 6 ans, l'équivalent de 200 000 à 300 000 euros par restaurant. L'Humain a fait le calcul. À quoi, se demande le journal, a servi cette manne financière? À augmenter les salaires, à améliorer les conditions de travail des salariés, sachant que 80% sont à temps partiel? Non, juste à baisser le coût du travail et à gonfler les bénéfices, plus de 2,3 milliards d'euros entre 2011 et 2019. Et qui en profitent? Eh bien, les actionnaires, pardi. On est avec l'Humanité, donc les actionnaires sont rarement en odeur de sainteté dans les pages de l'Humain. En 2020, les actionnaires de McDo ont touché 3,8 milliards d'euros vertigineux. Voilà. Donc, l'Humanité tire à boulet rouge sur, quel excellent jeu de mots, sur McDo. Bon, évidemment, si on interroge McDonald's, ils vont avoir une autre lecture de ça. Ils vont dire qu'ils n'abusent pas des aides publiques, comme le dit ce matin l'Humanité. Et on va finir avec l'équipe. Alors bon, je ne me suis pas tellement intéressé à la une du foot. La une qui parle du PSG, qui s'intéresse au bilan du nouvel entraîneur Pochettino, tout neuf, tout beau, voilà. Bilan plutôt prometteur, mais on attend maintenant les matchs de Ligue des Champions, nous dit l'équipe. Non, je me suis intéressé à deux autres choses. Voilà. Alors, on ne parle pas du Vendée Globe, parce que le Vendée Globe, c'est en direct, en fin de journée. Alors, l'arrivée du Vendée Globe, c'est la course du monde autour du monde à la voile en solitaire. Ils vont arriver fin d'après-midi, début de soirée. C'est de la voile, c'est rien de... Il y aura une édition spéciale sur France Info, c'est extrêmement serré. Donc ce sera sans doute la une de l'équipe demain. Non, on parle de ski parce qu'il y a Tessa Worley. Je ne sais pas si vous aimez le ski. Tessa Worley, qui est une skieuse française, qui a fait une perf, qui a remporté hier son 14e succès en Coupe du Monde lors du géant italien de Kronplatz. Je ne pense pas que mon accent soit très très bon. Et alors c'est salué parce qu'elle a fait 2 saisons vraiment compliquées, Tessa Worley.
Et vraiment, elle est saluée par tous les gens qui la connaissent, par la fédération de ski, par ses coachs aussi, parce qu'elle revient de 2 années compliquées. Et c'est ça qui m'a fait sourire, elle est vieille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui le dis. Quand vous lisez les mots de ceux qui l'entourent, vous lisez c'est incroyable la capacité qu'elle a à rebondir, c'est phénoménal, dit Fabien Saguès, qui est le DTN, le directeur technique national du ski. Son entraîneur Lionel Pellissier dit elle cherche toujours à progresser malgré son âge. Voilà. Elle a 31 ans, c'est chaud quand même. Et en fait, on se rend compte qu'à 31 ans, en sport, et notamment en ski, on est considéré comme un senior. Alors, ça m'a un peu surpris, mais je veux bien l'entendre. Et en tout cas, voilà, jolie perf de Tessa Worley ici. Et effectivement, je vois qu'il y a des amateurs de ski, parce qu'il y a Ibris44 qui me rappelle que son mari, Julien Liseroux, a pris sa retraite hier à 41 ans. Donc, ouais, la retraite de Liseroux, effectivement. Du coup, c'est un joli cadeau de retraite que sa compagne lui a fait. Et puis, alors ça, c'est un dossier comme l'équipe a le secret. Parfois, l'équipe fait des dossiers géniaux. Il y a quelques semaines, on avait bien ri sur une série, mais vraiment formidable, de portraits de joueurs anglais de foot déjantés, des joueurs de foot qui avaient des hygiènes catastrophiques en Angleterre notamment, mais hyper rock'n'roll. Notamment, on avait ri avec un qui avait un talent incroyable, mais qui passait sa vie au pub, donc qui nous racontait un petit peu sa vie, c'était drôle. Et là, on a une série on va terminer avec ça d'ailleurs, qui est vraiment drôle dans la cour des gants. Donc des gants, en fait, c'est une série de 4 jours, 2 pages à chaque fois sur des histoires de gants, pour des gardiens de foot pour arrêter les ballons, alors l'histoire du gant, etc. Là, par exemple, on a la préparation minutieuse des gants par les gardiens. C'est comme des pneus de moto. Il faut faire attention quand ils sont neufs à cause de la paraffine. Ok ? Les astuces de lavage. Il y a un gardien qui nous dit je les frotte avec une brosse à dents usagée. Sur l'usage aussi, il y a un gardien qui explique je les range, je les stocke bien dans leur petite pochette et pas en vrac. Dans le sac, je les respecte. Parfois, ils sont customisés. Il y a un gardien qui nous dit j'ai mis ma femme et mes enfants dessus. Je me fais plaisir. Et puis, il y a un gardien qui a un petit peu d'expérience, donc qui est vieux, donc, pour reprendre la terminologie du sport, qui dit quand tu grandis. J'aime bien parce que c'est plein de philosophie et de sagesse. Il dit, quand tu grandis, tu sais bien que ce ne sont pas les gants le problème. Les jeunes gardiens doivent beaucoup s'en prendre à leurs gants quand ils ratent un arrêt. Et là, ce vieux gardien, il dit, bon, plus tu progresses et plus tu sais que c'est pas les gants qui font le gardien. Je vois que certains font référence à la grève qu'il y a eu à l'équipe. La grève, elle est suspendue, elle n'est pas terminée. Ça a eu un conflit très très dur à l'équipe qui a empêché la sortie du journal pendant 2 semaines, je crois. Et donc, ils ont accepté, les journalistes, de reprendre le travail parce que la direction a cédé sur quelques points. Mais ils disent la grève n'est que suspendue. 11h15, je vois des gens adorables dans le chat qui me disent 11h15, attention, il faut que tu ailles chercher ton grand à l'école. Non, parce qu'on est mercredi. Voilà. Donc, le mercredi, je ne vais pas chercher Malo à l'école, quoique je l'ai fait un jour, parce que comme je suis un papa très étourdi, je me suis pointé, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, un jour le mercredi, pour chercher Malo à l'école, en mode un peu automatique, et je suis arrivé tout seul devant l'école, il n'y avait personne, et heureusement, j'ai croisé son ancienne prof qui m'a dit il n'y a pas école aujourd'hui. Donc voilà, je suis rentré. En fait, il était chez sa grand-mère, je le savais très très bien, mais j'avais complètement zappé. Je ne suis pas encore allé à l'école le dimanche, mais ça va finir par arriver. Donc non, c'est cool. C'est juste que... Ah, mais d'ailleurs, je dois vous le dire, ça c'est très important. Je suis en train de préparer Questions pour un champion parce que je repars en tournage de Questions pour un champion. Je repars dans ce que j'appelle ma semaine qui pique. Une semaine par mois, j'ai 6-7 jours où j'enregistre 6 émissions par jour, de façon un peu condensée, de Questions pour un champion. Et pourquoi je l'appelle ma semaine qui pique ? Parce que j'ai aussi la matinale de France Info le matin. Donc ça fait réveil 2 heures, 3 heures à France Info, la matinale jusqu'à 8h30. Après, je prends ma moto, mon scooter, je vais à Questions pour un champion, j'enchaîne 6 émissions jusqu'à 19h, 19h30. Donc, si vous calculez bien, ça fait 2h, 19h. Et je ne vais pas streamer. Donc pour la première fois depuis 5 semaines, je ne vais pas pouvoir streamer. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir lire les journaux avec vous, ou faire d'autres choses sur Twitch. Demain, on est jeudi, pas de stream. Vendredi, pas de stream. Je vais essayer de faire un truc ce week-end. Samedi, dimanche, je vais essayer. Lundi prochain, pas de stream. Mardi prochain, pas de stream. Mercredi prochain, pas de stream. Jeudi prochain, pas de stream. Voilà, je suis désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tournage, donc je vais un peu m'absenter. Mais... je continuerai à vous prévenir sur Twitter
dès que je fais quelque chose, hein, je mets toujours sur Twitter, n'hésitez pas à suivre mon compte sur Twitter, de mes jours et de mes dates de stream, donc vous le saurez toujours la veille. Et puis, n'hésitez pas à suivre aussi cette chaîne Samuel Etienne pour activer les notifications, comme ça vous serez prévenu, bien sûr. Donc un peu moins de stream pour moi dans les prochains jours, et j'en suis le premier triste. Et puis après une semaine normale, et après il y a une autre semaine qui pique, qui revient très très vite, parce que voilà, il faut enregistrer plein d'émissions. Mais bon, sachez que dès que je pourrai être là, je serai là. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous étiez extrêmement nombreux. Ça me fait vraiment très très plaisir. On a passé la barre des 200 000 followers ensemble. Aujourd'hui, ça se fête. Et pardon encore pour la passion qui m'anime, comme tout à l'heure là. C'est pas tellement mon caractère de m'emporter. Et je suis plutôt un mec cool. Mais c'est vrai que j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi les journalistes français sont aussi mal considérés. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici en fait. C'était pour échanger avec vous, avec les gens, pour vous expliquer un petit peu comment les journalistes fonctionnent, pour essayer de vous dire que on fait vraiment notre maximum. Bon, mais je comprends et je vois qu'il y a un hiatus, un problème d'image, et c'est aussi peut-être à nous de réfléchir sur ça. Est-ce qu'on a manqué de pédagogie? Est-ce qu'on explique mal? Est-ce qu'on travaille mal peut-être? Voilà. Bon, c'est une interrogation. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et pardon pour cette passion que j'ai manifestée tout à l'heure, parce que il y a peu de choses qui me tiennent à cœur, à part la famille et les enfants. Il y a peu de choses. Mais ça, c'est vrai, j'aime tellement ce que je fais que j'ai envie de le défendre. J'adore mon métier, c'est tout. Merci beaucoup. J'ai découvert le raid il n'y a pas longtemps, hein, d'envoyer tous les gens qui étaient avec moi pour découvrir une autre chaîne. Hier, on allait voir Ponce. Hein, le raid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est proposer à tous les viewers qui sont là, vous êtes plus de 16 000 avec moi, allez voir, jeter un petit coup d'œil chez un autre streamer. Il y a 2 jours, j'ai envoyé tout le monde chez Gaël, mon fils, qui était tranquillement en train de jouer aux jeux vidéo, à streamer dans une chambre d'hôtel en Australie. C'était drôle, il s'est retrouvé. Il est passé de 300 viewers à 15 000, c'était super sympa, ça l'a bien fait rire. Hier, on est allé voir les amis de Ponce, qui on pourrait voir ce matin. Je lis un peu, hein, Est-ce que Jill stream ce matin, par exemple? C'est une streameuse, je sais qu'elle stream souvent dans... c'est qui Tonton? Je vois beaucoup Tonton. C'est qui Tonton? Je connais Tonton? Qu'est-ce qu'il fait Tonton? Je connais pas moi Tonton. Je vois beaucoup de Tonton par exemple. Ah bah, ouais, parce que je connais pas tout le monde, moi, je suis un tout petit nouveau. Je vais voir qui c'est Tonton, d'accord? Tonton. Qu'est-ce qu'il fait Tonton? Dites-moi ce qu'il fait Tonton. C'est quoi? Il stream quoi? Il a une bonne tête en tout cas. Ça, c'est quoi? C'est du jeu vidéo? Vous m'expliquez ce que c'est? Le stream de la bonne humeur? Il parle en jouant? C'est un Suisse qui stream du jeu vidéo? C'est du gaming? Je le vois, il a vraiment l'air très sympa. C'est bon esprit? C'est bon esprit? Il a combien de... Il a combien là? Est-ce qu'il a beaucoup de monde? Il a combien de viewers actuellement, Tonton? Spoiler pas. J'envoie à Tonton? Vous semblez... ok. En tout cas, il a l'air très positif. Bon, écoutez, on va faire ça. Tonton, donc son nom, c'est Tonton, tout simplement. Bon, écoutez, ce que vous me dites de lui, c'est qu'il est super sympa, c'est validé. Spoilez pas, hein. On va lui faire la surprise, d'accord? J'espère que ça va marcher. Enfin, jusque-là, ça a toujours marché. Donc, soyez pas surpris, ça prend un peu de temps, hein. Je vais lancer le raid, mais c'est pas automatique. Je crois que ça prend 1 minute. Techniquement, j'ai vu ça, donc ça prend un petit peu de temps. Donc, ça se fait pas en quelques secondes. Il faut, je crois, 1 minute. Je vais vous envoyer de la musique pour patienter. Et encore, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Prenez bien soin de vous et des autres. Je lance le raid chez Tonton dans un instant. Merci, à très vite.